Nous sommes en 399 avant Jésus-Christ, et le procès le plus célèbre de l'histoire de l'humanité est sur le point de commencer. Dans une salle d'audience athénienne exiguë, 500 jurés vont décider du sort d'un homme qui n'a jamais écrit un seul mot, n'a jamais conquis de ville, n'a jamais accumulé ni richesse ni pouvoir. Pourtant, ce philosophe aux pieds nus deviendra plus influent qu'Alexandre le Grand, plus durable que le Parthénon lui-même. Son nom est Socrate, et aujourd'hui, nous nous lançons dans le récit complet de sa vie extraordinaire. Imaginez la scène. Vous marchez à travers l'agora animée de l'Athènes antique. Des marchands vantent leurs marchandises, des politiciens prononcent des discours, et des enfants jouent entre les colonnes de marbre. Mais là, au centre de tout cela, se tient une figure singulière. Il est petit, trapu, avec un visage que l'on pourrait charitablement qualifier de laid. Son nez est plat, ses yeux sont exorbités et ses lèvres sont épaisses. Il porte un simple manteau qui a connu des jours meilleurs et ses pieds sont nus malgré la pierre rugueuse sous eux. C'est Socrate et il est sur le point de changer votre vie pour toujours en vous posant une seule question. Qu'est-ce qui rend une personne sage ? Cela semble assez simple, mais en quelques instants, cet homme étrange vous a embrouillé dans des nœuds logiques, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir sur la sagesse, la vertu et la nature même de la connaissance. Bienvenue dans le monde de Socrate, où aucune hypothèse n'est laissée sans être remise en question et aucune croyance confortable ne reste inexplorée. Mais comment cette figure improbable est-elle devenue le père fondateur de la philosophie occidentale ? Comment le fils d'un tailleur de pierre d'Athènes a-t-il développé une méthode de questionnement qui survivrait aux empires et remodèlerait la pensée humaine ? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la vie complète de Socrate, de ses humbles débuts à ses derniers instants dramatiques. Nous explorerons ses idées révolutionnaires, son influence dangereuse sur la jeunesse athénienne, et le procès qui le rendrait immortel. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi cet homme, qui prétendait ne rien savoir, a changé tout ce que nous savons sur la pensée elle-même. Laissez-moi vous donner un aperçu de ce qui nous attend. Nous assisterons à la naissance de Socrate pendant l'âge d'or d'Athènes, le suivrons à travers la dévastatrice guerre du Péloponnèse et le verrons développer la méthode qui le rendrait à la fois aimé et méprisé. Nous rencontrerons son brillant élève Platon, ferons la connaissance de sa femme acariâtre Xanthippe et découvrirons comment sa voix étrange et divine guidait chacune de ses décisions. Plus important encore, nous découvrirons pourquoi les Athéniens ont finalement décidé que ce questionneur de tout devait mourir. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de la naissance de la philosophie, de la façon dont la pensée critique a commencé, et comment le courage d'un individu à poser des questions inconfortables a créé un héritage qui façonne encore notre monde aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, car nous sommes sur le point de rencontrer l'homme qui a appris à l'humanité à penser. Socrate est né vers 470 avant Jésus-Christ dans un monde en rapide mutation. Athènes, sa ville natale, se trouvait au centre du monde grec. Tel un joyau éclatant, les guerres perses venaient de se terminer par de superbes victoires grecques à Marathon et Salamine. Et Athènes entrait dans ce que nous appelons aujourd'hui son âge d'or. Le Parthénon s'élevait sur l'acropole, la démocratie fleurissait sur l'agora. Et la culture grecque se répandait comme une traînée de poudre à travers la Méditerranée. Mais concentrons-nous sur l'homme lui-même. Socrate venait d'origine humble, qui allait façonner toute sa vision du monde. Son père, Sophronisque, était tailleur de pierre ou sculpteur, un artisan qui travaillait de ses mains pour créer de la beauté à partir de marbre brut. Sa mère, Phénarète, était sage-femme, aidant à mettre de nouvelles vies au monde. Ses occupations étaient loin d'être glamour, mais elles allaient profondément influencer la compréhension de Socrate de sa propre mission dans la vie. Pensez à ce que ces professions représentaient. Un tailleur de pierre prend une roche brute et informe et enlève soigneusement tout ce qui est inutile, pour révéler la belle statue cachée à l'intérieur. Une sage-femme ne crée pas le bébé, mais aide à faire émerger ce qui est déjà là, en posant les bonnes questions et en fournissant les bons conseils aux moments cruciaux.
Socrate décrirait plus tard son propre travail exactement en ces termes. Il était une sage-femme spirituelle, aidant les autres à donner naissance à des idées qu'il possédait déjà, mais ignorait avoir. L'Athènes de la jeunesse de Socrate ne ressemblait à aucune autre cité du monde antique. C'était une démocratie, bien que limitée, où les citoyens pouvaient s'exprimer librement à l'assemblée et participer à la gouvernance de leur cité. C'était un lieu où des dramaturges, comme Sophocle et Euripide, exploraient les questions les plus profondes de l'existence humaine, où des historiens, comme Hérodote, inventaient le concept même d'enquête historique, et où des architectes créaient des bâtiments qui inspireraient l'admiration pendant des millénaires. Pourtant, c'était aussi une cité en guerre. La guerre du Péloponnèse, entre Athènes et Sparte, commença quand Socrate avait une trentaine d'années, et ferait rage pendant près de 3 décennies. Ce n'était pas un conflit lointain mené par des soldats professionnels. Chaque citoyen athénien était censé servir comme hoplite, un fantassin lourdement armé, lorsqu'il était appelé. Socrate répondit à cet appel à plusieurs reprises, servant avec distinction dans des batailles qui allaient déterminer le destin de la civilisation grecque. Mais à quoi ressemblait le jeune Socrate avant qu'il ne devienne le philosophe que nous connaissons ? Les preuves suggèrent qu'il suivit le métier de son père, travaillant initialement comme sculpteur ou tailleur de pierre. Certaines sources antiques affirment même qu'elle pouvait désigner des statues qu'il avait sculptées, bien que cela puisse être une légende plutôt qu'un fait. Ce qui est certain, c'est qu'il reçut l'éducation typique d'un citoyen athénien, apprenant à lire et à écrire, étudiant Homère et les autres poètes, et s'entraînant à l'athlétisme et à la musique. Le tournant dans la vie de Socrate survint à travers un événement si étrange qu'il semble relever de la fiction. Son ami Chéréphon, décrit par Platon comme impétueux et ardent, se rendit à l'oracle de Delphes. L'oracle était le sanctuaire le plus sacré du monde grec, où la prêtresse d'Apollon délivrait des prophéties cryptiques qui façonnaient les décisions des rois et des citoyens ordinaires. C'est là que Chéréphon posa une question simple qui allait changer le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Quelqu'un est-il plus sage que Socrate ? La réponse de l'oracle fut sans équivoque. Personne n'est plus sage que Socrate. Quand Chéréphon revint à Athènes avec cette déclaration, Socrate fut déconcerté. Il savait qu'il ne possédait aucune sagesse particulière, n'avait aucune expertise en politique, poésie, artisanat ou dans aucun des domaines que les Athéniens respectaient. Comment pouvait-il être l'homme le plus sage de Grèce ? Cette question le consume. Incapable de rejeter les paroles de l'oracle, Socrate se lança dans une mission qui allait définir le reste de sa vie. Il décida de tester l'oracle en recherchant les personnes les plus sages d'Athènes et en les interrogeant sur leurs connaissances. S'il pouvait trouver quelqu'un de plus sage que lui, il prouverait que l'oracle avait tort et résoudrait le mystère. Sa première étape fut les politiciens, les hommes qui gouvernaient Athènes et prenaient des décisions affectant des milliers de vies. Sûrement possédaient-ils la sagesse concernant la justice, le courage et l'art du leadership. Mais quand Socrate les interrogea, quelque chose de remarquable se produisit. Grâce à un questionnement minutieux et persistant, il révéla que ces leaders confiants ne pouvaient pas définir les concepts mêmes qu'ils prétendaient comprendre. Ils parlaient avec éloquence de la justice, mais ils ne pouvaient pas dire ce qu'était réellement la justice. Ils louaient le courage, mais étaient désemparés lorsqu'on leur demandait d'en expliquer la nature. Ensuite, il se tourna vers les poètes, les hommes qui créaient les beaux vers que tous les Athéniens mémorisaient et vénéraient. La poésie était considérée comme une forme d'inspiration divine, et les poètes étaient censés posséder une perspicacité particulière sur la condition humaine. Mais encore une fois, le questionnement de Socrate révéla quelque chose de troublant. Les poètes ne pouvaient pas expliquer leurs propres œuvres. Ils créaient de l'art magnifique par inspiration ou par habitude, mais manquaient de la connaissance pour comprendre ce qui rendait leur création significative. Finalement, il approcha les artisans, les ouvriers qualifiés qui créaient tout, de la poterie aux armes. Ici, enfin, il trouva une connaissance authentique. Un cordonnier comprenait vraiment les chaussures, un forgeron comprenait le métal, et un charpentier comprenait le bois. Mais Socrate découvrit un problème crucial. Parce que ces artisans connaissaient bien leur métier spécifique, il supposait qu'ils possédaient aussi la sagesse sur tout le reste. Ils confondaient l'expertise dans un domaine étroit
avec la sagesse générale sur la vie elle-même. Grâce à cette investigation exhaustive, Socrate parvint à une conclusion surprenante. L'oracle avait raison, mais pas de la manière dont on s'y attendait. Socrate était en effet la personne la plus sage d'Athènes, mais seulement parce que lui seul savait qu'il ne savait pas. Tous les autres vivaient sous l'illusion de la connaissance, prenant des décisions et offrant des opinions avec assurance sur des sujets qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Socrate avait atteint ce que nous pourrions appeler la sagesse de l'ignorance. La reconnaissance que la vraie sagesse commence par admettre ce que nous ne savons pas. Cette révélation a transformé Socrate d'un simple artisan en quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine, un questionneur professionnel. Il commença à passer ses journées sur l'agora, la place du marché qui servait de cœur à la vie publique athénienne, engageant quiconque était prêt à parler dans des conversations philosophiques. Sa méthode était d'une simplicité trompeuse. Il posait des questions, sondait les hypothèses et exposait les contradictions, jusqu'à ce que lui et son interlocuteur atteignent un état de confusion productive. Ce n'était pas un simple exercice intellectuel. Socrate croyait qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. La plupart des gens traversent l'existence en somnambule, acceptant des croyances héritées, des conventions sociales et des hypothèses confortables sans jamais les confronter à la raison. Ils confondent l'opinion avec la connaissance, la tradition avec la vérité et la confiance avec la sagesse. Socrate se voyait comme le temps d'Athènes, envoyé par les dieux pour piquer le cheval paresseux de l'État et le réveiller. Mais il y avait autre chose qui animait Socrate, au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Tout au long de sa vie, il affirmait être guidé par une mystérieuse voix intérieure qu'il appelait son démon. Ce n'était pas une voix qui lui disait quoi faire, mais plutôt une qui le mettait en garde contre certaines actions. Quand il était sur le point de commettre une erreur ou de suivre une mauvaise voie, la voix intervenait avec une interdiction divine. Cette guidance surnaturelle a convaincu Socrate que sa mission de questionnement et d'examen était d'ordre divin. Les jeunes hommes d'Athènes trouvaient ce personnage étrange, irrésistible. Voici quelqu'un qui pouvait faire passer les citoyens les plus respectés pour des sots par de simples questions. Il ne craignait aucune autorité, sauf la vérité elle-même, et vivait selon des principes plutôt que par commodité. Ils affluaient vers lui, non pas comme des étudiants au sens formel, mais comme les compagnons. Ils étaient attirés par sa combinaison magnétique de rigueur intellectuelle et de courage moral. Parmi ces jeunes disciples figuraient certains qui deviendraient les noms les plus célèbres de l'histoire occidentale. Il y avait Platon, le jeune aristocrate qui deviendrait le plus grand écrivain de la philosophie. Il y avait Xénophon, le soldat et historien qui préserverait de nombreuses conversations de Socrate pour la postérité. Il y avait Alcibiade, le politicien brillant et scandaleux dont la relation avec Socrate contribuerait plus tard à la chute du philosophe. Alors que la nouvelle de ce philosophe particulier se répandait dans Athènes, les réactions étaient résolument mitigées. La génération plus âgée, en particulier ceux qui occupaient des postes de pouvoir, considéraient Socrate avec une suspicion et une irritation croissantes. Voici un homme qui faisait remettre en question à leurs fils tout ce qu'on leur avait enseigné. Il sapait les autorités traditionnelles et semblait se délecter à exposer l'ignorance des dirigeants respectés. Pour eux, Socrate représentait une force dangereuse de perturbation dans une société qui valorisait l'ordre et la tradition. Mais la jeunesse voyait quelque chose de tout à fait différent. Ils étaient témoins d'un homme qui vivait selon ses principes, quelles qu'en soient les conséquences, qui possédait et avait une capacité presque surnaturelle à percer les faux-semblants et à atteindre le cœur de toute affaire, et qui traitait un esclave avec le même respect qu'un général dans une société obsédée par le statut, la richesse et l'apparence. Socrate offrait quelque chose de révolutionnaire, l'idée que la seule chose qui vaille vraiment la peine d'être poursuivie était la sagesse, et que la sagesse était accessible à quiconque était prêt à examiner sa vie honnêtement. La méthode que Socrate a développée pendant ces années serait plus tard appelée la méthode socratique, bien qu'il ne lui ait jamais donné ce nom de lui-même. Elle était élégante dans sa simplicité, mais dévastatrice dans son efficacité.
Il commençait par ce qui semblait être des questions innocentes sur des concepts que tout le monde pensait comprendre. Qu'est-ce que le courage ? Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que la piété ? Qu'est-ce que l'amitié ? Ce n'étaient pas des énigmes philosophiques abstraites pour Socrate, mais les questions les plus pratiques imaginables. Après tout, comment pouvez-vous vivre courageusement si vous ne savez pas ce qu'est le courage ? Comment pouvez-vous agir avec justice si vous ne pouvez pas définir la justice ? Les conversations suivaient généralement un schéma prévisible, connu sous le nom de paradoxe socratique. Socrate approchait quelqu'un qui avait une réputation de savoir dans un domaine particulier. Il leur demandait de définir un concept central à leur expertise. Il proposait alors ce qui semblait être une définition raisonnable. Ensuite, Socrate posait des questions approfondies qui révélaient des problèmes avec la définition. La personne révisait sa réponse et d'autres questions mettaient en lumière de nouveaux problèmes. Ce processus se poursuivait jusqu'à ce que les deux parties atteignent l'aporie, un état de confusion productive où elles réalisaient qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles pensaient savoir. Mais Socrate ne laissait jamais les gens dans cet état de confusion sans but. Il croyait que reconnaître notre ignorance était le premier pas essentiel vers une véritable connaissance. On ne peut pas apprendre ce que l'on pense déjà savoir. Ce n'est qu'en se débarrassant des fausses croyances et des illusions confortables que l'esprit pouvait devenir réceptif à la vérité. Ce processus était souvent douloureux, comme les douleurs de l'enfantement. Mais Socrate insistait sur sa nécessité pour la croissance intellectuelle et morale. Considérez à quel point cette approche était radicale dans l'Athènes antique. C'était une société où la sagesse était associée à l'âge, à l'autorité et à la position sociale. On attendait des enseignants qu'ils remplissent les élèves de connaissances, et non qu'ils les vident de leurs fausses croyances. Pourtant, voici Socrate, affirmant que le chemin de la sagesse passait par l'admission de l'ignorance, et que les vérités les plus importantes ne pouvaient pas simplement être transférées de l'enseignant à l'élève, mais devaient être découvertes par une investigation personnelle. Lui, l'apparence physique de ce penseur révolutionnaire ne faisait qu'ajouter à sa mystique. Les sources antiques décrivent constamment Socrate comme remarquablement laid selon les standards conventionnels. Platon le comparait à un satyre, ces créatures mi-humaines de la mythologie grecque connues pour leurs traits grotesques. Ses yeux exorbités comme ceux d'un crabe, son nez était plat et large, ses lèvres étaient épaisses et son ventre proéminent. Il marchait pieds nus dans les rues d'Athènes par tous les temps, portant le même manteau grossier année après année. Pourtant, ceux qui le connaissaient bien rapportaient que sa laideur physique se transformait en une sorte de beauté lorsqu'il parlait de philosophie. Ses yeux s'illuminaient d'un feu intérieur, sa voix prenait une qualité musicale, et toute sa présence devenait magnétique. C'était comme si son âme était si belle qu'elle transfigurait son extérieur peu engageant. Cette transformation devint un puissant symbole de la philosophie socratique. La vraie beauté ne réside pas dans les apparences, mais dans l'état de l'âme. La vie domestique de Socrate était tout aussi non conventionnelle et deviendrait le sujet d'innombrables blagues et histoires à travers l'Antiquité. Il était marié à une femme nommée Xanthippe, qui est passée à l'histoire comme l'archétype de l'épouse acariâtre. Les sources antiques la décrivent comme constamment harcelante, querelleuse et frustrée par son mari philosophe, qui passait ses journées à discuter sur l'agora au lieu de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Le couple eut 3 fils ensemble, Lampracléès, Sophroniscus et Ménexénus. Le plus jeune était encore un enfant lorsque Socrate mourut, ce qui ajoute un élément particulièrement poignant à ses derniers jours. Malgré les légendes ultérieures qui dépeignaient Xanthippe comme impossible à vivre, la réalité était probablement plus complexe. Elle était mariée à un homme qui avait essentiellement abandonné toute tentative de succès conventionnel, qui attirait une controverse constante, et qui semblait plus préoccupé par l'âme des jeunes aristocrates que par les besoins de sa propre famille. Pourtant, Socrate semblait sincèrement attaché à sa femme,
utilisant souvent leur relation comme exemple dans ses discussions philosophiques. Quand quelqu'un lui demanda pourquoi il avait épousé une femme si difficile, il aurait répondu que c'était comme apprendre à monter un cheval fougueux. Si vous pouvez maîtriser la monture la plus exigeante, toutes les autres sembleront faciles en comparaison. Ce n'était pas nécessairement un compliment pour Xanthippe, mais cela révélait la tendance de Socrate à trouver des leçons philosophiques dans chaque aspect de la vie. La question de savoir comment Socrate subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille reste l'un des mystères de sa biographie. Contrairement aux sophistes, ces enseignants professionnels qui facturaient des honoraires substantiels pour leur enseignement, Socrate n'a jamais accepté d'argent pour ses conversations philosophiques. Il insistait sur le fait que la sagesse ne pouvait être ni achetée ni vendue, qu'elle était un don divin, librement donné et librement partagé. Cette position de principe lui a valu le respect de certains, mais a également contribué à la pauvreté de sa famille. Certaines sources suggèrent que Socrate aurait pu hériter de suffisamment de biens de son père pour vivre modestement sans travailler. D'autres ont suggéré que de riches admirateurs le soutenaient occasionnellement, bien qu'il aurait pris soin d'éviter tout arrangement susceptible de compromettre son indépendance. Ce qui est certain, c'est qu'il vivait simplement, possédant peu au-delà des nécessités de base de la vie, et semblait véritablement indifférent à la richesse matérielle. Cette indifférence à l'argent et aux possessions faisait partie d'une philosophie plus large, qui allait profondément influencer la pensée occidentale. Socrate croyait que l'âme était bien plus importante que le corps, et que la vertu avait plus de valeur que la richesse. Il croyait aussi qu'il valait mieux subir l'injustice que de la commettre. Ce n'était pas pour lui de simples principes abstraits, mais des convictions profondes qui guidaient chacune de ses décisions. Son attachement à ses idéaux serait mis à l'épreuve à maintes reprises, alors qu'Athènes plongeait dans le chaos et la brutalité de la guerre du Péloponnèse. Le conflit entre Athènes et Sparte n'était pas une simple lutte entre deux cités-États. C'était un affrontement entre deux manières différentes d'organiser la société. Athènes représentait la démocratie, le commerce, la puissance navale et la liberté intellectuelle. Sparte incarnait l'oligarchie, la discipline militaire, la puissance terrestre et la tradition conservatrice. Alors que la guerre s'éternisait année après année, elle commença à corrompre les deux camps. Athènes, jadis fière de ses idéaux démocratiques et de son respect de la justice, devint de plus en plus impérialiste et brutale. Elle devint brutale dans son traitement des alliés comme des ennemis. Le célèbre dialogue mélien, rapporté par l'historien Thucydide, illustre parfaitement cette détérioration morale. Lorsque la petite île de Mélos tenta de rester neutre, Athènes exigea sa soumission avec une logique glaçante. Ils affirmèrent que les forts font ce qu'ils veulent, et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Socrate servit comme hoplite dans plusieurs batailles majeures durant ce conflit dévastateur. À Potidée, en 432 avant Jésus-Christ, il aurait sauvé la vie du jeune Alcibiade, transportant l'homme blessé en lieu sûr, et veillant à ce qu'Alcibiade reçoive les honneurs de bravoure qui lui revenaient de droit. À Délium, en 424 avant Jésus-Christ, lorsque l'armée athénienne fut mise en déroute et que les soldats fuyaient en panique, Socrate maintint sa discipline et aida à couvrir la retraite, marchant calmement, tandis que d'autres couraient. Ces expériences militaires révélèrent une autre facette du caractère de Socrate. Il n'était pas un simple penseur abstrait vivant dans le royaume des idées. C'était un citoyen qui remplissait ses devoirs envers l'État. Un soldat qui affrontait la mort avec le même calme courage qu'il montrait dans les discussions philosophiques. Ses compagnons d'armes remarquèrent son extraordinaire endurance, sa capacité à se passer de nourriture ou de sommeil si nécessaire, et son indifférence totale au malaise physique. Mais ce fut pendant ces années de guerre que Socrate commença également à attirer l'attention et la suspicion des autorités athéniennes. Certains de ses plus proches associés s'impliquaient dans des activités politiques de plus en plus controversées. Alcibiade, son disciple le plus célèbre, était brillant mais totalement dépourvu de scrupules, changeant de camp entre Athènes et Sparte selon ses ambitions. Critias, un autre membre du cercle de Socrate, deviendrait plus tard l'un des célèbres 30 tyrans qui terrorisèrent Athènes après sa défaite. Ces associations finiraient par se révéler dangereuses pour Socrate, mais pendant les années de guerre, sa réputation resta largement intacte.
Il était connu comme un philosophe excentrique mais inoffensif, un homme qui posait des questions inconfortables mais ne représentait aucune menace directe pour l'État. Cette perception était sur le point de changer radicalement alors qu'Athènes chancelait vers la défaite et que les traditions démocratiques de la cité subissaient une pression croissante. La guerre remodelait non seulement les circonstances extérieures d'Athènes, mais aussi son caractère interne. La peste, qui frappa la cité en 430 avant Jésus-Christ, tua près d'un tiers de la population, y compris le grand homme d'État, Périclès. Les croyances religieuses traditionnelles s'affaiblissaient, les gens se demandant pourquoi les dieux avaient permis une telle souffrance. Les institutions démocratiques étaient mises à rude épreuve par la nécessité militaire et la peur populaire. Dans cette atmosphère de crise et d'incertitude, les interrogations de Socrate prirent une nouvelle signification. Quand il demandait ce que signifiait la justice, il ne se livrait pas seulement à un exercice intellectuel, mais abordait la question fondamentale de la manière dont une société devrait s'organiser. Quand il examinait la nature du courage, il explorait ce que signifiait être un citoyen en temps de guerre. Quand il sondait les concepts de piété et de vertu, il remettait en question les fondements moraux qui maintenaient la communauté unie. Ainsi, le philosophe, qui avait jadis semblé un excentrique inoffensif, devenait quelque chose de bien plus dangereux aux yeux des dirigeants traditionnels d'Athènes. Alors que la cité luttait contre les défaites militaires, les bouleversements politiques et la désintégration sociale, les interrogations incessantes de Socrate commencèrent à ressembler moins à une curiosité innocente qu'à une subversion délibérée. L'homme qui prétendait être le plus grand patriote d'Athènes était considéré par beaucoup comme son ennemi le plus dangereux. Mais pour comprendre comment cette transformation s'est produite, nous devons examiner l'extraordinaire révolution intellectuelle que Socrate orchestrait discrètement sur l'agora. Tandis que les armées s'affrontaient et que les politiciens complotaient, il développait des idées qui se révéleraient plus puissantes que n'importe quelle arme et plus durables que n'importe quel empire. Ce n'étaient pas des théories philosophiques abstraites, mais des outils de vie pratiques qui remettaient en question toutes les certitudes chères à ses concitoyens. Au cœur de la pensée révolutionnaire de Socrate se trouvait son concept de l'âme. La plupart des Athéniens, comme la plupart des gens à travers l'histoire, se concentraient principalement sur les choses extérieures. La richesse, la réputation, le plaisir physique, le pouvoir politique. Ils mesuraient le succès par les réalisations visibles et jugeaient les gens par leurs possessions, leurs relations familiales ou leur capacité à influencer les autres. Socrate a complètement bouleversé ce système de valeurs. Il insistait sur le fait que l'âme était la seule chose qui comptait vraiment, et que l'état de l'âme déterminait si la vie d'une personne valait la peine d'être vécue. Un beau corps abritant une âme laide était bien pire qu'un corps laid abritant une belle âme. Une personne riche, avec une âme corrompue, était plus démunie qu'un mendiant possédant sagesse et vertu. Ce n'était pas seulement de la poésie philosophique pour Socrate, mais une réalité vécue qui façonnait chacune de ses décisions. Cette focalisation sur l'âme le mena à l'une de ses conclusions les plus controversées. La vertu est connaissance. La plupart des gens supposaient que savoir ce qui est juste et faire ce qui est juste étaient deux choses distinctes. Vous pourriez comprendre que l'honnêteté est une bonne chose. Vous pourriez reconnaître que le courage est admirable, tout en choisissant de mentir lorsque cela sert vos intérêts. Vous pourriez reconnaître que le courage est admirable, tout en agissant lâchement face au danger. Socrate rejetait entièrement cette vision de bon sens. Il soutenait que si quelqu'un comprenait vraiment ce qu'était la vertu, s'il la saisissait non seulement intellectuellement, mais au plus profond de son âme, il serait incapable d'agir autrement. Personne ne fait le mal volontairement, affirmait-il. Quand les gens agissent mal, c'est parce qu'ils sont confus quant à ce qui est vraiment bon pour eux. Ils confondent le plaisir temporaire avec le bonheur durable, le gain immédiat avec de véritables avantages, ou l'approbation populaire avec une valeur réelle. Cette doctrine avait des implications radicales qui s'étendaient bien au-delà du comportement individuel. Si la vertu pouvait être enseignée par la connaissance, alors toute la base de la société athénienne devait être repensée. Pourquoi le pouvoir politique devrait-il être distribué par la naissance, la richesse ou la popularité, alors qu'il devrait revenir à ceux qui comprenaient la justice ?
Pourquoi les jeunes devraient-ils suivre des coutumes traditionnelles alors que ces coutumes pourraient être basées sur l'ignorance? Pourquoi quiconque devrait-il accepter une autorité qui ne pouvait se justifier par la raison? Considérez à quel point cela a dû paraître menaçant pour l'ordre établi d'Athènes. Imaginez un jeune aristocrate rentrant chez lui après une journée passée avec Socrate, remettant soudainement en question les pratiques commerciales de son père parce qu'il ne pouvait pas définir ce qui les rendait justes. Imaginez un futur politicien qui ne pouvait plus prononcer de discours confiants parce que Socrate lui avait montré qu'il ne comprenait pas les concepts qu'il utilisait. Imaginez un prêtre qui commençait à douter des cérémonies religieuses traditionnelles parce qu'il ne pouvait pas expliquer ce qui les rendait pieuses. Ce n'était pas une perturbation théorique, mais une révolution pratique, se déroulant une conversation à la fois. Socrate créait ce que l'on pourrait appeler une crise d'autorité dans toute Athènes. Il n'attaquait pas directement le gouvernement, l'armée ou l'établissement religieux. Il faisait quelque chose de bien plus subversif. Il apprenait aux gens à penser par eux-mêmes. La méthode qu'il utilisait pour accomplir cette transformation était aussi élégante que dévastatrice. Le dialogue socratique commençait généralement par ce qui semblait être une question simple, voire naïve. Quelqu'un ferait une déclaration confiante sur le courage, la justice, l'amitié ou tout autre concept important. Socrate exprimerait son admiration pour leur savoir et leur demanderait d'expliquer ce qu'ils voulaient dire. Prétendant vouloir apprendre de leur sagesse, son interlocuteur proposerait une définition. Socrate l'accepterait gracieusement, puis poserait une question de suivi qui semblait découler naturellement. Peut-être demanderait-il un exemple, ou s'interrogerait-il sur un cas particulier. Il pourrait explorer comment cette définition se rapportait à d'autres concepts qu'ils acceptaient tous deux. Progressivement, presque imperceptiblement, des contradictions commenceraient à émerger. La définition, si sûre d'elle, se révélerait trop large, excluant des choses qui auraient clairement dû y être incluses. Ou bien elle serait trop étroite, incluant des choses qui n'avaient manifestement pas leur place. La personne réviserait sa définition, pour découvrir que la nouvelle version présentait des défauts. Cela créait d'autres problèmes. Chaque tentative de clarification révélerait de nouvelles complexités, de nouvelles contradictions et de nouvelles zones de confusion. Ce qui rendait ce processus si puissant, c'est que Socrate n'attaquait jamais directement les croyances de quiconque et ne prétendait pas détenir un savoir supérieur. Il se contentait de poser des questions et d'écouter attentivement les réponses. Il laissait ses interlocuteurs découvrir leur propre ignorance par leur propre raisonnement. Lorsqu'ils atteignaient finalement ce moment d'aporie, la reconnaissance qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils pensaient savoir, cela venait de l'intérieur, plutôt que d'être imposé de l'extérieur. Mais Socrate ne s'arrêtait pas à l'exposition de l'ignorance. Il croyait que ce moment de confusion était en réalité le début de la sagesse. Une fois que vous reconnaissiez que vos certitudes confortables n'étaient que des illusions, vous pouviez commencer le véritable travail de recherche de la vérité. La douleur de découvrir son ignorance était comme la douleur de l'accouchement. Elle était nécessaire pour faire naître quelque chose de nouveau et de beau. C'est là que l'analogie de Socrate avec la profession de sa mère prenait tout son sens. Phénarète avait été sage-femme, aidant les femmes à mettre au monde les bébés qu'elles portaient déjà. Socrate se voyait pratiquer un art similaire, mais avec des idées au lieu de nourrissons. Il aidait les gens à accoucher de connaissances qu'ils possédaient déjà, mais dont ils ignoraient l'existence. La vérité était déjà en eux, attendant d'être découverte par un questionnement attentif et une honnête auto-examen. Les implications de cette approche étaient stupéfiantes. Si la vérité pouvait être découverte par la raison plutôt que reçue de l'autorité, alors chaque personne avait le potentiel de devenir sage. La connaissance n'était pas la propriété exclusive des prêtres, des politiciens ou des enseignants traditionnels, mais était accessible à quiconque était prêt à examiner sa vie honnêtement. Un esclave pouvait potentiellement comprendre la justice mieux qu'un roi. Un jeune pouvait surpasser ses aînés en sagesse. Et un homme pauvre pouvait être plus riche en ce qui comptait vraiment que le citoyen le plus fortuné. Cette approche démocratique de la connaissance était révolutionnaire dans une société bâtie sur des hiérarchies de naissance, de richesse et de position sociale. Elle suggérait que la distribution actuelle du pouvoir pouvait être complètement arbitraire,
basée sur les accidents de la fortune plutôt que sur de véritables mérites. Cela impliquait que les autorités traditionnelles n'avaient peut-être pas plus de droit à la sagesse que quiconque, et que leurs ordres devaient être évalués par la raison plutôt qu'acceptés par la foi. Les jeunes hommes qui se rassemblaient autour de Socrate trouvèrent ce message enivrant. Voici quelqu'un qui leur disait que leur valeur n'était pas déterminée par leur nom de famille, leur héritage ou leur relation, mais par leur engagement envers la vérité et la vertu. Il leur offrait un chemin vers une excellence véritable, qui ne dépendait ni de la loterie de la naissance, ni des caprices de la fortune. Parmi ses disciples enthousiastes se trouvait Platon, un jeune aristocrate dont la rencontre avec Socrate allait façonner le cours de la philosophie occidentale. Né dans l'une des familles les plus distinguées d'Athènes, Platon semblait destiné à une carrière politique conventionnelle. Il avait la lignée, l'éducation, les relations et la richesse pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Mais sa rencontre avec Socrate changea tout. Platon avait probablement une vingtaine d'années lorsqu'il rencontra le philosophe pour la première fois, et l'impact fut immédiat et profond. Voici quelqu'un qui alliait rigueur intellectuelle et courage moral, qui pouvait faire passer les citoyens les plus respectés pour des sots par de simples questions, et qui vivait selon des principes plutôt que par commodité. Pour un jeune homme en quête de sens et de but, Socrate représentait tout ce que la société athénienne conventionnelle n'était pas. Sous l'influence de Socrate, Platon abandonna ses ambitions politiques et se consacra à la philosophie. Il devint non seulement un élève, mais une sorte de fils philosophique, absorbant non seulement les méthodes de Socrate, mais aussi toute son approche de la vie. La relation entre les deux hommes s'avérerait être l'un des mentorats les plus importants de l'histoire humaine, bien qu'aucun des deux n'aurait pu le savoir à l'époque. Mais Platon ne fut pas le seul jeune aristocrate attiré par Socrate. Alcibiade, peut-être le plus brillant et certainement le plus scandaleux politicien de sa génération, tomba lui aussi sous le charme du philosophe. La relation entre Socrate et Alcibiade était complexe, et contribuerait finalement à la chute des deux hommes, bien que de manière très différente. Alcibiade possédait tout, ce que la société athénienne valorisait, une beauté extraordinaire, une richesse immense, une naissance noble, un courage militaire et un talent politique. Il était aussi totalement dépourvu de toute retenue morale, prêt à trahir amis, amants et même sa propre cité lorsque cela servait ses intérêts. Son association avec Socrate devint une source de fascination et de spéculation sans fin à travers Athènes. Que voyait l'homme le plus laid de la ville chez le plus beau? Qu'est-ce que le philosophe le plus intègre trouvait d'attirant chez le politicien le plus dépourvu de principes? La réponse semble résider dans la conviction de Socrate que même l'âme la plus corrompue contenait une étincelle de raison divine, qui pouvait potentiellement être éveillée. Il voyait en Alcibiade non pas ce qu'il était, mais ce qu'il pourrait devenir s'il embrassait sérieusement la philosophie. De son côté, Alcibiade était à la fois attiré et frustré par Socrate. Il reconnaissait la supériorité morale du philosophe et souhaitait sincèrement pouvoir être à la hauteur de l'exemple de Socrate. Mais il était trop accro au plaisir, trop ambitieux pour le succès conventionnel et trop impatient face au lent travail d'introspection pour s'engager véritablement dans la vie philosophique. Leur relation devint une sorte de drame public que toute Athènes observait avec fascination. Voici le plus notoire des hédonistes de la ville, tentant de séduire son philosophe le plus ascétique, tandis que le philosophe tentait de convertir le politicien à une vie de vertu. Aucun des deux n'y parvint complètement, mais la tension entre eux, celle-ci éclairait des questions fondamentales sur la nature humaine, l'éducation morale et la relation entre la connaissance et le caractère. L'influence que Socrate exerçait sur ces jeunes hommes ne se limitait pas aux conversations privées. Il était en train de remodeler la compréhension de toute une génération sur ce que signifiait bien vivre. L'éducation athénienne traditionnelle se concentrait sur les compétences pratiques, comme la rhétorique pour le succès politique et l'entraînement militaire pour la guerre. Elle incluait la compétition athlétique pour l'honneur et la connaissance culturelle pour l'acceptation sociale. Socrate offrait quelque chose d'entièrement différent, une éducation de l'âme. Il enseignait que la connaissance la plus importante n'était pas de savoir comment persuader les autres, vaincre les ennemis ou accumuler des richesses.
Au lieu de cela, c'était de savoir comment se comprendre soi-même. La célèbre inscription à l'oracle de Delphes disait « Connais-toi toi-même ». Socrate fit de cette sagesse antique le fondement de toute sa philosophie. On ne peut pas bien vivre si on ne comprend pas sa propre nature, ses propres désirs, ses propres capacités et ses propres limites. Cette connaissance de soi n'était pas acquise par l'introspection ou la méditation, mais par le dialogue et le questionnement. On découvrait qui l'on était en confrontant ses croyances à la raison et en examinant ses hypothèses en conversation avec les autres. Il incitait à se remettre constamment en question pour penser plus clairement et vivre de manière plus cohérente. La vie philosophique était une entreprise sociale active qui exigeait à la fois courage intellectuel et engagement moral. Mais cette insistance sur la connaissance de soi restait centrale. Et la vertu personnelle créait des tensions avec les valeurs athéniennes traditionnelles, car la cité avait toujours célébré les réalisations publiques, la gloire militaire et le succès politique. Les héros étaient ceux qui conquéraient des ennemis, érigeaient des monuments ou étendaient l'empire. Socrate suggérait que les vrais héros étaient ceux qui se conquéraient eux-mêmes, qui bâtissaient le caractère plutôt que des édifices, et qui élargissaient la compréhension plutôt que le territoire. Ce n'était pas seulement une différence de priorité, mais un défi fondamental à l'ordre social tout entier. Si le travail le plus important était intérieur et invisible, alors les réalisations extérieures pouvaient être sans valeur, voire nuisibles. Si la vertu était plus précieuse que la victoire, alors les conquêtes militaires d'Athènes pourraient ne compter pour rien. Si la sagesse était supérieure à la richesse, alors le succès commercial de la cité pourrait être dénué de sens. Ces implications devinrent de plus en plus gênantes alors qu'Athènes luttait à travers les dernières phases de la guerre du Péloponnèse. La cité qui avait jadis semblé invincible faisait désormais face à la perspective d'une défaite totale. La démocratie qui avait été la source d'une telle fierté se révélait incapable de prendre des décisions cohérentes et rationnelles face à la crise. Les dieux censés protéger Athènes semblaient avoir abandonné la cité à ses ennemis. Dans cette atmosphère de crise et de doute, les interrogations de Socrate prirent une nouvelle urgence et un nouveau danger. Quand il demandait ce que signifiait la justice, il demandait implicitement si le traitement d'Athènes envers ses alliés et ennemis était justifié. Quand il examinait la nature du courage, il soulevait des questions sur la bravoure réelle ou la simple témérité des aventures militaires de la cité. Quand il sondait le sens de la piété, il remettait en question les pratiques religieuses mêmes, censées assurer la faveur divine. Les autorités commencèrent à prêter une attention plus soutenue à cet étrange philosophe et à son cercle de disciples dévoués. Ce qu'ils virent les alarma. Voici un homme qui n'avait jamais occupé de fonction politique, mais exerçait une influence énorme sur les futurs dirigeants de la cité. Il prétendait servir les dieux, mais remettait en question les pratiques religieuses traditionnelles. Il professait sa loyauté envers Athènes, mais semblait saper chaque institution qui faisait la force de la cité. Le plus troublant de tout, certains de ses anciens associés étaient désormais ouvertement hostiles à la démocratie athénienne. Critias était devenu l'un des 30 tyrans, les oligarques brutaux qui prirent le pouvoir après la défaite d'Athènes. Alcibiade avait fait défection à Sparte et aidait désormais les ennemis d'Athènes. D'autres jeunes hommes du cercle de Socrate avaient été impliqués dans diverses conspirations et scandales antidémocratiques. Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il quelque chose dans l'enseignement de Socrate qui menait naturellement au mépris des institutions démocratiques ? Ses détracteurs commencèrent à soutenir que son questionnement constant de l'autorité, son insistance sur la supériorité de la connaissance sur l'opinion populaire, et sa suggestion que la plupart des gens ignoraient les choses les plus importantes, tout cela pointait vers une philosophie antidémocratique. Ces soupçons étaient alimentés par le comportement et les déclarations de Socrate lui-même. Il n'avait jamais participé activement à la politique démocratique, affirmant que sa voix divine l'empêchait de briguer une fonction publique. Il critiquait fréquemment la pratique de la désignation des fonctionnaires par tirage au sort, soutenant que les postes importants devraient revenir à ceux qui possédaient le savoir plutôt qu'à ceux choisis par hasard. Il comparait l'État à un navire et demandait si l'on voudrait que le capitaine soit choisi par tirage au sort ou par expertise.
De telles analogies semblaient suggérer que la démocratie elle-même était fondamentalement viciée, que le peuple n'était pas qualifié pour se gouverner lui-même, et que le pouvoir devrait reposer sur une élite philosophique qui comprenait la vraie nature de la justice et de la vertu. Que Socrate ait réellement défendu ses vues, ou qu'il ait simplement soulevé des questions pour la discussion, devint de plus en plus hors de propos à mesure que les tensions politiques à Athènes atteignaient un point de rupture. La fin de la guerre n'apporta pas de soulagement, mais un nouveau traumatisme à la cité meurtrie. La défaite d'Athènes par Sparte fut totale et humiliante. Les grands murs qui avaient protégé la cité furent abattus, la puissante flotte fut réduite à une poignée de navires, et l'empire qui s'était étendu à travers l'Égée fut dissous. Le pire de tout, la démocratie, qui avait été la plus grande fierté d'Athènes, fut temporairement renversée par les 30 tyrans, un groupe d'oligarques soutenus par la force militaire spartiate. Le règne des 30 fut bref mais brutal. En seulement 8 mois, ils exécutèrent plus de 1500 Athéniens, confisquèrent des biens à grande échelle et transformèrent la cité en un état policier régi par la peur et la suspicion. Lorsque le gouvernement démocratique fut finalement restauré en 403 avant Jésus-Christ, les citoyens traumatisés étaient déterminés à prévenir toute menace future à leur liberté durement acquise. C'est dans cette atmosphère de peur, de suspicion et de détermination à protéger la démocratie que Socrate se retrouva. Faisant face au défi le plus sérieux de sa vie, les autorités, qu'il avait jadis considéré comme un excentrique inoffensif, le voyaient désormais comme une menace potentielle pour la stabilité de la démocratie restaurée. Les liens avec d'anciens élèves qui avaient trahi la cité, les questions qu'il avait soulevées concernant les institutions démocratiques, et l'influence qu'il continuait d'exercer sur la jeunesse athénienne, tout cela se combina pour faire de lui une cible. Mais le déclencheur immédiat des accusations contre Socrate vint d'une source plus personnelle. En 399 avant Jésus-Christ, 3 citoyens athéniens se sont avancés pour accuser le philosophe de crimes contre l'État. Mélétos était un jeune poète, probablement motivé par la jalousie professionnelle et la conviction sincère que Socrate corrompait la jeunesse de la ville. Anytos était un riche homme politique et marchand de cuir, qui avait des raisons personnelles de ressentir l'influence de Socrate. L'icône représentait les orateurs et les professeurs que Socrate avait souvent mis dans l'embarras avec ses questions. Les accusations formelles qu'ils ont portées étaient soigneusement formulées pour paraître raisonnables, tout en étant presque impossibles à réfuter de manière définitive. Socrate fut accusé d'impiété envers les dieux d'Athènes et de corrompre les jeunes hommes qui le suivaient. Ces accusations étaient suffisamment vagues pour englober presque tout ce que Socrate avait fait ou dit, tout en étant assez grave pour entraîner la peine de mort s'il était reconnu coupable. Le procès qui s'ensuivit allait devenir la procédure judiciaire la plus célèbre de l'histoire occidentale, non pas en raison de sa portée juridique, mais à cause de ce qu'il a révélé sur la tension éternelle entre la conscience individuelle et la conformité sociale, entre la quête de la vérité et le maintien de l'ordre, entre la philosophie et la politique. Dans cette salle d'audience athénienne bondée, bien plus que la vie d'un vieux philosophe était en jeu. À l'aube du procès, Athènes bourdonnait d'impatience. La nouvelle s'était répandue dans toute la ville que Socrate, le célèbre temps qui avait passé des décennies à interroger tout et tout le monde, allait enfin être jugé à son tour. Des citoyens affluaient de tous les quartiers vers le tribunal, désireux d'assister à ce qui s'annonçait comme le spectacle juridique le plus dramatique de mémoire récente. Le lieu lui-même était imposant. 500 jurés, tirés au sort selon la coutume démocratique, remplissaient l'espace semi-circulaire. Une marée de visages, représentant toutes les classes et professions d'Athènes, s'étaient rassemblés. Ce n'étaient pas des juges professionnels, mais des citoyens ordinaires, des agriculteurs, des marchands, des artisans, des soldats et des aristocrates, tous mêlés en tant qu'arbitres de la justice. Le bruit était assourdissant. Des centaines de conversations résonnant sur les murs de pierre, créant un vacarme qui aurait intimidé la plupart des accusés. Mais Socrate semblait remarquablement calme en entrant dans cet environnement hostile. À 70 ans, il avançait d'un pas assuré, comme quelqu'un qui avait défilé en formation militaire et parcouru d'innombrables kilomètres à travers l'agora.
Son apparence restait aussi peu conventionnelle que jamais. Alors que la plupart des accusés s'habillaient de leurs plus beaux atours et amenaient des membres de leur famille pour susciter la sympathie, Socrate portait son habituel simple manteau. Il se tenait avec une dignité tranquille. L'accusation prit la parole en premier. Comme il était d'usage dans les tribunaux athéniens, Mélétos, le jeune poète qui servait d'accusateur principal, prononça ce qu'il espérait clairement être un acte d'accusation dévastateur. Il dépeignit Socrate comme un dangereux subversif qui avait passé des décennies à saper les fondements religieux de la société athénienne et à empoisonner l'esprit des jeunes impressionnables avec son influence corruptrice. Le discours était soigneusement élaboré pour exploiter les peurs et les ressentiments qui s'étaient accumulés pendant des années. Mélétos rappela au jury le traumatisme récent des 30 tyrans et suggéra que Socrate avait joué un rôle dans la création du climat intellectuel qui avait rendu une telle tyrannie possible. Il désigna d'anciens associés du philosophe qui avaient trahi la cité et soutint que ce schéma de trahison ne pouvait être une simple coïncidence. Quand vint le moment pour Socrate de se défendre, la salle d'audience se tut dans l'attente. Tout le monde s'attendait soit à des excuses abjectes, soit à une rhétorique provocatrice. Ce qu'ils obtinrent fut en revanche quelque chose d'entièrement sans précédent dans l'histoire juridique athénienne. Socrate commença à interroger ses accusateurs avec la même méthode qu'il avait toujours employée, transformant son procès en un dialogue philosophique impromptu. L'effet fut électrique. Voici un homme face à la mort qui refusait d'abandonner son engagement envers l'enquête rationnelle, même dans les circonstances les plus désespérées. Il démantela systématiquement les accusations portées contre lui, non par des appels émotionnels ou des arguments juridiques techniques, mais en exposant les contradictions logiques. Dans le cas de l'accusation, lorsque Mélétos affirma que Socrate corrompait la jeunesse, le philosophe posa une simple question. Qui les améliore ? Mélétos répondit avec assurance que tous les autres Athéniens amélioraient la jeunesse, tandis que seul Socrate les corrompait. Socrate fit alors une analogie avec le dressage des chevaux. Quelqu'un affirmerait-il sérieusement que tous les gens améliorent les chevaux alors qu'une seule personne leur nuit ? Évidemment non. Le dressage des chevaux exige des connaissances et des compétences particulières. Si cela est vrai pour les animaux, ne le serait-ce pas encore plus pour les êtres humains ? La logique était dévastatrice, mais Socrate n'avait pas fini. Il insista. S'il corrompait vraiment les jeunes, ne nuirait-il pas à sa propre communauté, et donc à lui-même ? Quelqu'un endommagerait-il délibérément son propre environnement ? Soit il ne corrompait personne, soit il le faisait involontairement par ignorance. Si c'était le cas, il avait besoin d'éducation, pas de punition. Les accusations religieuses furent traitées de manière similaire. Mélétos accusa Socrate d'être un athée qui ne croyait pas aux dieux, mais aussi d'introduire de nouvelles divinités. Socrate souligna l'évidente contradiction. Comment quelqu'un pourrait-il croire simultanément en aucun dieu et en deux nouveaux dieux ? Les accusations étaient incohérentes. Mais le moment le plus marquant de la défense fut peut-être lorsque Socrate aborda la question fondamentale de la mission de sa vie. Il raconta au jury la visite de son ami Chéréphon à l'oracle de Delphes et la proclamation divine selon laquelle personne n'était plus sage que Socrate. Il expliqua comment cela l'avait amené à questionner. Les politiciens, les poètes et les artisans découvraient qu'ils partageaient tous la même ignorance fondamentale, tout en se croyant sages. Ce n'était pas seulement une biographie, mais de la philosophie en action. Socrate démontrait au jury le processus même d'investigation qu'il avait mis en difficulté. Il leur montrait ce que signifiait examiner la vie plutôt que de simplement la vivre, même face à la mort. Il ne pouvait résister à l'occasion d'éduquer, de provoquer la réflexion, de remettre en question les suppositions. L'aspect le plus remarquable de sa défense fut son absence totale de stratégie juridique conventionnelle. Les accusés athéniens utilisaient généralement tous les appels émotionnels disponibles. Ils amenaient leurs enfants au tribunal pour pleurer devant le jury. Ils détaillaient leurs services militaires et leurs bienfaits publics. Ils imploraient la clémence et promettaient de réformer leur comportement s'ils étaient épargnés. Socrate ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, il suggéra que, loin de mériter une punition,
il méritait d'être entretenu aux frais de l'État, au prytanée, le plus grand honneur qu'Athènes pouvait accorder. Après tout, argua-t-il, il avait passé toute sa vie d'adulte à servir la cité comme une sorte de fonctionnaire, réveillant ses concitoyens de leur sommeil dogmatique et les poussant vers la vertu et la sagesse. L'audace de cette suggestion a dû stupéfier le jury. Voici un homme jugé pour sa vie, affirmant qu'il méritait le même honneur que celui accordé aux vainqueurs olympiques et aux grands bienfaiteurs de l'État. C'était soit une arrogance à couper le souffle, soit une intégrité à couper le souffle. Selon votre perspective, tout au long de son discours, Socrate a soutenu qu'il était le plus grand patriote d'Athènes, précisément parce qu'il remettait en question sa complaisance. Il se comparait à un thon envoyé par les dieux pour piquer le cheval paresseux de l'État et le réveiller. Sans ces questions et ces investigations constantes, la cité sombrerait dans une existence irréfléchie, menant à la décadence morale et intellectuelle. Cette défense a révélé la tension fondamentale au cœur du procès. Socrate croyait sincèrement servir Athènes en forçant ses citoyens à réfléchir plus clairement à la justice, à la vertu et à la bonne vie. Ses accusateurs croyaient sincèrement qu'il sapait les liens sociaux qui maintenaient la communauté unie. Les deux parties avaient probablement raison de leur propre point de vue. La décision du jury est intervenue après des heures de délibération. Lorsque les votes furent comptés, le résultat fut plus serré que beaucoup ne l'avaient prévu, mais néanmoins décisif. 280 jurés votèrent pour la condamnation, tandis que 220 votèrent pour l'acquittement. La marge était étroite, suggérant que la défense de Socrate avait été plus efficace que ses détracteurs ne l'avaient anticipé. Mais c'était tout de même un verdict de culpabilité clair. Selon la loi athénienne, la phase suivante du procès impliquait la proposition de peine. L'accusation avait requis la mort, mais l'accusé pouvait proposer une peine alternative, et le jury choisirait entre les deux options. C'était l'occasion pour Socrate de sauver sa vie par une contre-proposition raisonnable. Au lieu de cela, il a insisté sur sa suggestion antérieure qu'il méritait d'être entretenu aux frais de l'État. Plutôt qu'une punition, lorsqu'on le pressa d'être plus réaliste, il proposa de payer une amende d'1 mine, une somme dérisoire qui semblait se moquer de toute la procédure. Ce n'est qu'après l'intervention de ses amis qu'il accepta de proposer une amende de 30 mines, bien qu'il ait clairement indiqué qu'il trouvait même cela excessif. Le jury n'a pas apprécié ce qui semblait être un mépris continu pour son autorité et la gravité des accusations. Lorsqu'ils ont voté sur la peine, la majorité en faveur de la mort a considérablement augmenté. 360 jurés ont maintenant voté pour l'exécution, ce qui signifie que 80 hommes qui avaient initialement voté pour l'acquittement ont maintenant décidé que l'attitude de Socrate pendant la phase de détermination de la peine prouvait qu'il méritait de mourir. La sentence fut la mort par la ciguë, une méthode d'exécution relativement humaine qui consistait à boire un poison fabriqué à partir de la plante de ciguë. Le condamné perdait progressivement la sensation dans ses extrémités, à mesure que le poison remontait dans son corps, atteignant finalement le cœur et les poumons. C'était considéré comme une mort digne, convenant à un citoyen plutôt qu'à un esclave ou un étranger. Mais l'exécution ne pouvait pas avoir lieu immédiatement. Une fête religieuse en l'honneur d'Apollon était en cours, et la loi athénienne interdisait les exécutions pendant les périodes sacrées. Le navire qui avait été envoyé à Délos pour commémorer le dieu devrait revenir avant que Socrate ne puisse être mis à mort. Ce délai durerait 30 jours, donnant au philosophe condamné un dernier mois pour réfléchir à sa vie et se préparer à ce qui l'attendait au-delà de la mort. Pendant cette période, Socrate est resté en prison, mais a été autorisé à recevoir des visiteurs. Ses amis venaient quotidiennement, certains apportant des plans d'évasion désespérés qu'il refusait systématiquement d'envisager. Sa famille lui rendait également visite, bien que ces rencontres aient apparemment été si émouvantes qu'il demanda que sa femme et son jeune fils soient ramenés chez eux plus tôt. Lors de son dernier jour, les conversations de ces dernières semaines, plus tard enregistrées par Platon, révélèrent un homme complètement en paix avec son destin. Socrate passa son temps à faire ce qu'il avait toujours fait, s'engageant dans le dialogue philosophique, remettant en question les hypothèses et explorant les mystères les plus profonds de l'existence. Si quoi que ce soit,
l'approche de la mort semblait intensifier son engagement envers la vie examinée. Il utilisa le temps qui lui restait pour explorer des questions qui l'avaient toujours fasciné. Que se passe-t-il après la mort? L'âme est-elle immortelle? Comment doit-on affronter l'inconnu? Ce n'étaient pas des énigmes abstraites et intellectuelles pour Socrate, mais les questions les plus pratiques imaginables, puisqu'il allait bientôt connaître les réponses de première main. Ses amis trouvèrent son calme et son acceptation presque surnaturels. Voici un homme qui avait été condamné à mort par sa propre cité, qui laissait derrière lui une femme et de jeunes enfants, qui était contraint d'abandonner la mission philosophique qui avait donné un sens à sa vie. Pourtant, il semblait plus intéressé à comprendre la nature de la mort qu'à déplorer son destin. Cette extraordinaire équanimité face à la mort devint l'un des aspects les plus puissants de l'héritage socratique. Il démontra que la philosophie n'était pas seulement un exercice intellectuel, mais un mode de vie qui pouvait soutenir quelqu'un à travers l'épreuve ultime. Son courage n'était pas la bravoure physique qu'il avait montrée en tant que soldat, mais un courage moral du plus haut niveau. Les conversations en prison révélèrent également la profondeur de l'affection entre Socrate et ses disciples. Ce n'étaient pas de simples étudiants assistant à des conférences, mais des amis qui avaient été transformés par leur relation avec le philosophe. Ils l'avaient vu vivre selon ses principes pendant des décennies, et maintenant ils assistaient à l'épreuve ultime de ces principes. Certains tentèrent de faire valoir qu'il avait une obligation morale de s'échapper si possible, que sa mort nuirait plus à ses amis et à sa famille que sa vie ne leur serait bénéfique. D'autres suggérèrent qu'accepter une sentence injuste était en soi injuste, qu'il devait à la vérité et à la philosophie de se préserver pour continuer à servir. Socrate écouta tous ces arguments avec sa patience et son attention caractéristique, mais il resta inébranlable. Il avait passé toute sa vie d'adulte à soutenir qu'il valait mieux subir l'injustice que la commettre, et il n'allait pas abandonner ce principe maintenant. S'échapper de prison violerait son accord avec les lois d'Athènes, même si ces lois avaient été injustement appliquées dans son cas. Plus fondamentalement, il croyait que la mort pourrait en fait être une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Si la mort n'était qu'un sommeil sans rêve, alors ce serait un repos paisible après une longue vie de labeur. Si la mort était un voyage vers un autre royaume où il pourrait continuer à interroger les grandes figures du passé, alors ce serait l'aventure philosophique ultime. Cette perspective sur la mort reflétait les convictions les plus profondes de Socrate concernant la nature de la réalité et de l'existence humaine. Le corps était temporaire et vulnérable, sujet à la douleur, à la maladie et à la décomposition éventuelle. L'âme, si elle existait, appartenait à un tout autre ordre de réalité. La mort n'était que la séparation de ces deux composantes, libérant potentiellement l'âme des limitations et des distractions de l'existence physique. À l'approche du jour de l'exécution, Athènes commença à vibrer d'émotions contradictoires. Certains citoyens se sentaient justifiés que le fauteur de troubles qui avait tout remis en question soit enfin réduit au silence. D'autres commencèrent à douter de l'exécution d'un homme dont le seul crime semblait être de poser des questions dérangeantes. D'autres encore craignaient que la cité ne commette une terrible erreur qui hanterait sa réputation pour les générations à venir. Le navire de Délos revint finalement par un lumineux matin de printemps en 399 avant Jésus-Christ. L'exécution pouvait désormais avoir lieu conformément à la loi. Alors que la nouvelle se répandait dans la ville, les gens commencèrent à se rassembler près de la prison. Certains espéraient un drame de dernière minute, tandis que d'autres voulaient simplement assister à la fin d'une époque. À l'intérieur de la prison, Socrate passa ses dernières heures comme il avait passé les décennies précédentes, en conversation philosophique avec des amis. La discussion de ce matin-là portait sur l'immortalité de l'âme. Alors que Socrate présentait plusieurs arguments expliquant pourquoi la mort pourrait ne pas être la fin de l'existence, mais plutôt une transition vers quelque chose de meilleur, le geôlier arriva avec la coupe de ciguë. Socrate la reçut avec un calme parfait. Il demanda s'il pouvait faire une libation aux dieux, mais on lui répondit qu'il n'y avait que suffisamment de poison pour la dose requise. Au lieu de cela, il offrit une prière pour que son voyage de ce monde à l'autre soit prospère, puis but le poison d'un mouvement régulier, sans hésitation ni plainte.
La scène finale, telle que rapportée par les personnes présentes, était presque surréaliste dans sa calme dignité. Alors que le poison commençait à agir, Socrate marcha dans sa cellule jusqu'à ce que ses jambes deviennent lourdes, puis s'allongea et se couvrit le visage. Il resta conscient et loquace jusqu'à la fin, discutant de la perte progressive des sensations avec la même curiosité qu'il avait manifestée pour tous les autres phénomènes qu'il avait rencontrés. Ces derniers mots furent typiquement énigmatiques. « Criton, nous devons un coq à Asclépios. Acquitte-toi de cette dette et ne l'oublie pas. » Asclépios était le dieu de la guérison, et le sacrifice d'un coq était traditionnellement offert après un rétablissement d'une maladie. Socrate suggérait-il que la mort était une forme de guérison, un remède à la maladie de la vie? La signification reste débattue à ce jour. Puis, l'homme qui avait passé 70 ans à examiner la vie se tut pour toujours. Criton ferma les yeux de son ami, et le philosophe le plus influent de l'histoire occidentale passa dans le royaume qui attend, au-delà des limites de la connaissance humaine. Les conséquences immédiates de la mort de Socrate furent complexes et contradictoires. Certains Athéniens ressentirent un soulagement qu'une source de questionnement et de perturbation constants ait été éliminée. La cité pouvait désormais revenir à des modes de pensée et de comportement plus traditionnels, sans les piqûres incessantes du temps. D'autres commencèrent presque immédiatement à ressentir du regret et de la honte pour ce qui avait été fait. En quelques années, le procès et l'exécution de Socrate seraient largement considérés comme l'une des plus grandes erreurs d'Athènes. La cité qui se targuait de sagesse et de justice avait tué son citoyen le plus sage pour le crime d'avoir poursuivi la justice avec trop de ferveur. La démocratie, qui célébrait la liberté d'expression, avait réduit au silence la voix la plus engagée dans un dialogue honnête. Mais la conséquence la plus importante de la mort de Socrate ne fut pas ce qui arriva à Athènes, mais ce qui arriva à la philosophie elle-même. Son élève Platon, traumatisé par le fait d'avoir assisté à l'exécution de son cher maître, consacra le reste de sa vie à préserver et à développer la pensée socratique. Les dialogues qu'il écrivit maintinrent la voix de Socrate vivante pour les générations futures et établirent la philosophie comme une discipline distincte, digne d'une étude à vie. Grâce aux écrits de Platon, Socrate devint immortel, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu atteindre par la simple survie biologique. Sa méthode de questionnement, son engagement envers l'enquête rationnelle, son courage face à l'autorité et son insistance sur le fait qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, devinrent des éléments permanents de la pensée occidentale. L'homme qui prétendait ne rien savoir enseigna à l'humanité comment penser. Le philosophe qui ne possédait presque rien laissa un trésor plus précieux que tout l'or d'Athènes. Le citoyen qui fut condamné comme corrupteur de la jeunesse devint le maître de chaque génération suivante qui valorise la vérité plus que le confort, la sagesse plus que la richesse, et l'intégrité plus que la survie. Aujourd'hui, 24 siècles après sa mort, Socrate reste plus vivant que la plupart des gens qui respirent encore. Entrez dans n'importe quel département de philosophie universitaire, n'importe quel tribunal où les avocats interrogent les témoins avec des questions minutieuses, n'importe quelle salle de classe où les enseignants refusent de simplement donner des réponses, mais guident plutôt les élèves à découvrir la vérité par eux-mêmes, et vous trouverez Socrate toujours à l'œuvre. Son influence ne s'est pas arrêtée à la préservation dévouée de sa mémoire par Platon. Les répercussions de cette vie unique, de cette méthode unique, de cet engagement à tout remettre en question, se sont propagés de manière à transformer la civilisation elle-même. Mais pour comprendre comment un philosophe aux pieds nus de l'Athènes antique est devenu l'architecte invisible de la pensée moderne, nous devons retracer le parcours extraordinaire de ces idées à travers l'histoire. La méthode socratique n'est pas restée confinée aux textes anciens. Elle est devenue le fondement du raisonnement juridique, de l'enquête scientifique, et de la pratique éducative dans tout le monde occidental. Chaque fois qu'un avocat contre-interroge un témoin, il utilise le questionnement socratique. Pour exposer les incohérences et révéler la vérité, chaque fois qu'un scientifique conçoit une expérience pour tester une hypothèse, il suit le principe socratique de soumettre les croyances à un examen rigoureux. Chaque fois qu'un enseignant demande aux élèves de réfléchir plutôt que de simplement mémoriser,
Il pratique l'art que Socrate a perfectionné sur l'agora. Mais la portée de l'influence socratique s'étend bien au-delà de ses applications évidentes. Le concept même de conscience individuelle, l'idée que chaque personne a à la fois le droit et la responsabilité de penser par elle-même, remonte directement à cette cellule de prison où Socrate a choisi la mort plutôt que de compromettre ses principes. Lorsque des philosophes, des réformateurs religieux et des révolutionnaires politiques ultérieurs se sont opposés à l'autorité au nom d'une vérité supérieure, ils marchaient sur les traces tracées pour la première fois par l'homme qui a bu la ciguë. Considérez ce que Socrate a réellement accompli. Au cours de ses 70 ans de vie, il n'a rien écrit, rien construit, rien conquis, rien accumulé selon les mesures conventionnelles du succès. Il fut un échec complet. Il vécut dans la pauvreté, eut un mariage malheureux, négligea ses responsabilités familiales et mourut en tant que criminel condamné. Pourtant, son impact sur la pensée humaine s'est avéré plus durable que les réalisations des rois, des généraux et des bâtisseurs d'empires dont les noms sont aujourd'hui oubliés. Ce paradoxe aurait ravi Socrate lui-même. Voici la preuve ultime de son enseignement central, que les apparences sont trompeuses, que les valeurs conventionnelles sont souvent inversées, et que la vraie valeur n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. L'homme qui semblait n'avoir rien accompli a accompli tout ce qui comptait. Son influence sur la philosophie ultérieure fut immédiate et profonde. Platon a repris la méthode de son maître et a créé un système philosophique complet autour d'elle. L'Académie, que Platon a fondée en l'honneur de Socrate, est devenue la première université. Elle a établi le modèle d'enseignement supérieur qui perdure aujourd'hui. Des étudiants sont venus de tout le monde méditerranéen pour apprendre l'art du questionnement que Socrate avait perfectionné. Mais Platon ne fut pas le seul élève à perpétuer l'héritage socratique. Xénophon a conservé différents aspects de la personnalité et de la méthode de son maître dans ses propres écrits. D'autres disciples ont fondé des écoles concurrentes qui mettaient l'accent sur divers éléments de la pensée socratique. Les cyniques se sont concentrés sur son indifférence aux possessions matérielles et aux conventions sociales. Les stoïciens ont adopté son insistance sur la vertu comme seul vrai bien. Les sceptiques ont développé sa confession d'ignorance en une position philosophique complète. Chacune de ces écoles prétendait être le véritable héritier de la sagesse socratique. Et en un sens, chacune avait raison. Socrate avait été une figure si riche et complexe que différents disciples pouvaient légitimement mettre l'accent sur différents aspects de son enseignement. La méthode était suffisamment souple pour supporter de multiples interprétations. Elle est restée reconnaissablement socratique dans son engagement envers la recherche rationnelle et son sérieux moral. À mesure que la culture grecque se répandait dans le monde méditerranéen, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, les idées socratiques voyagèrent avec elle. Des intellectuels romains comme Cicéron ont rencontré la philosophie grecque et l'ont adaptée à leurs propres préoccupations pratiques. L'accent socratique mis sur la vertu et la recherche rationnelle plaisait aux sensibilités romaines, même si les Romains étaient moins intéressés par la pure spéculation théorique que leurs prédécesseurs grecs. Lorsque le christianisme commença à se répandre dans tout l'Empire romain, il rencontra un monde déjà façonné par la pensée socratique. Les premiers apologistes chrétiens, comme Justin Martyr, soutenaient que Socrate avait été une sorte de proto-chrétien, que son engagement envers la vérité et la vertu avait préparé le chemin pour l'Évangile. Il voyait sa volonté de mourir plutôt que de compromettre ses principes comme préfigurant le sacrifice du Christ sur la croix. Ce n'était pas une simple commodité apologétique. Il existait de véritables similitudes entre les valeurs socratiques et chrétiennes qui rendaient la fusion de la philosophie grecque et de la théologie chrétienne presque inévitable. Les deux traditions mettaient l'accent sur la supériorité de l'âme sur le corps, de la vertu sur le succès matériel, et de la vérité sur l'opinion populaire. Toutes deux mettaient leurs adeptes au défi d'examiner honnêtement leur vie et de vivre selon des principes supérieurs, quelles que soient les conséquences mondaines. La période médiévale a vu la méthode socratique transformée et préservée au sein des institutions éducatives chrétiennes. La méthode scolastique, développée dans les universités médiévales, était essentiellement un questionnement socratique. Les étudiants apprenaient à argumenter les deux côtés de questions complexes, à identifier les contradictions
dans des textes apparemment faisant autorité, et à résoudre les problèmes de manière systématique plutôt que de simplement accepter les réponses traditionnelles. Thomas d'Aquin, le plus grand des philosophes scolastiques, a explicitement reconnu sa dette envers la méthode socratique, même s'il l'a adaptée pour servir des objectifs chrétiens. La distinction minutieuse, l'examen systématique des objections et la résolution patiente des difficultés logiques qui caractérisaient la pensée scolastique reflétaient toute l'influence socratique, filtrée à travers des siècles de développement. Lorsque la Renaissance a ravivé l'intérêt pour l'apprentissage classique, les érudits ont redécouvert les textes socratiques originaux avec un regard neuf. Ils trouvèrent en Socrate un modèle d'indépendance intellectuelle et de courage moral qui semblait parler directement à leurs propres préoccupations concernant l'autorité, la tradition et le jugement individuel. Les humanistes de la Renaissance se voyaient comme ravivant la mission socratique, de réveiller l'humanité de son sommeil dogmatique. La réforme protestante, à sa manière, représentait une application massive des principes socratiques à l'autorité religieuse. Lorsque Martin Luther a défié l'Église catholique, sa prétention à l'interprétation exclusive des Écritures. Lorsqu'il a insisté sur le fait que les croyants individuels pouvaient et devaient lire la Bible par eux-mêmes. Lorsqu'il a déclaré que la conscience, liée par la parole de Dieu, ne pouvait être contrainte par l'autorité humaine. Il agissait de manière profondément socratique. La révolution scientifique, qui a transformé la pensée européenne au XVIe et XVIIe siècle, était profondément redevable à la méthode socratique. Des scientifiques comme Galilée, Kepler et Newton n'ont pas simplement accepté les explications traditionnelles des phénomènes naturels, mais les ont soumises à un questionnement systématique et à des tests empiriques. La méthode scientifique elle-même était essentiellement un questionnement socratique appliqué au monde naturel. Francis Bacon, souvent appelé le père de la science expérimentale, a explicitement reconnu le lien entre l'enquête scientifique et la méthode socratique. Il soutenait que la philosophie naturelle devait abandonner sa dépendance aux autorités anciennes et plutôt interroger directement la nature par une observation et une expérimentation minutieuses. C'était précisément ce que Socrate avait fait avec la connaissance et le comportement humain des siècles plus tôt. Les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle se voyaient comme achevant le travail que Socrate avait commencé. Voltaire, Diderot et leurs collègues ont appliqué un questionnement systématique à tous les aspects de la connaissance humaine et de l'organisation sociale. Ils ont défié le dogme religieux, l'autorité politique et les conventions sociales avec la même logique implacable que Socrate avait appliquée à des concepts comme la justice et la vertu. Emmanuel Kant, peut-être le philosophe le plus important depuis Platon, a explicitement lié sa philosophie critique à la tradition socratique. Son célèbre essai « Qu'est-ce que les Lumières ?» aurait pu être écrit par Socrate lui-même. L'appel de Kant à l'humanité d'avoir le courage d'utiliser sa propre compréhension pour penser par elle-même, plutôt que de s'appuyer sur des autorités externes, était de la pure sagesse socratique, adaptée aux préoccupations du XVIIIe siècle. Les révolutions démocratiques qui ont balayé l'Europe et l'Amérique à la fin du XVIIIe siècle furent profondément influencées par les idées socratiques concernant la responsabilité morale individuelle et l'importance de la recherche rationnelle. Lorsque les pères fondateurs américains ont déclaré que tous les hommes sont créés égaux et dotés de certains droits inaliénables, ils appliquaient des principes socratiques concernant la dignité inhérente et la capacité rationnelle de chaque être humain. Le concept même de gouvernement démocratique doit beaucoup à la pensée socratique, malgré le scepticisme apparent de Socrate lui-même à l'égard de la démocratie athénienne. L'idée que l'autorité politique doit se justifier par la raison plutôt que par la simple force, que les citoyens ont à la fois le droit et la responsabilité de questionner leurs dirigeants, et qu'un bon gouvernement dépend du développement moral et intellectuel du peuple, reflète toute l'influence socratique. La théorie éducative moderne est entièrement imprégnée de principes socratiques. Le mouvement d'éducation progressive du début du XXe siècle a explicitement rejeté la mémorisation et l'absorption passive d'informations au profit de l'investigation active et de la pensée critique. Des éducateurs comme John Dewey
ont soutenu que les étudiants apprennent mieux lorsqu'ils sont encouragés à questionner, explorer et découvrir la vérité par eux-mêmes. Plutôt que de simplement accepter ce qu'on leur dit, les méthodes d'enseignement contemporaines s'appuient fortement sur le questionnement socratique. Ces méthodes sont utilisées dans des domaines allant de la médecine au droit en passant par les affaires. Les étudiants en médecine apprennent le diagnostic en étant invités à analyser les symptômes et les possibilités. Ils le font plutôt que de simplement mémoriser des listes de maladies. Les étudiants en droit développent leurs compétences en raisonnement juridique en étant mis au défi de défendre et de critiquer différentes interprétations de cas et de statuts. Les étudiants en commerce apprennent à résoudre des problèmes en étant confrontés à des scénarios complexes qui nécessitent une analyse minutieuse. Ceci est préféré à la simple application de formules. Les techniques thérapeutiques développées par la psychologie moderne montrent également une nette influence socratique. La thérapie cognitivo-comportementale, une forme de traitement très efficace, utilise essentiellement le questionnement socratique. Elle aide les patients à identifier et à remettre en question les schémas de pensée déformés qui contribuent à leurs problèmes. Les thérapeutes ne se contentent pas de dire aux patients ce qui ne va pas dans leur pensée, mais les guident à travers un processus de découverte de soi. C'est remarquablement similaire à ce que Socrate pratiquait sur l'agora. Même à l'ère numérique, les principes socratiques restent pertinents et puissants. Internet a rendu de vastes quantités d'informations accessibles à quiconque a accès à un ordinateur. Mais cela a également rendu la capacité de penser de manière critique à ces informations plus importante que jamais. Dans un monde de fausses nouvelles, de théories du complot et de surcharge d'informations, les compétences socratiques de questionnement attentif sont vitales. L'analyse logique et l'humilité intellectuelle sont essentielles pour naviguer dans la complexité et l'incertitude. L'émergence de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique a soulevé de nouvelles questions sur la nature de la connaissance, de la conscience et de l'unicité humaine qui auraient fasciné Socrate. À mesure que les machines s'améliorent dans le traitement de l'information et même dans la simulation de la conversation humaine, la capacité distinctement humaine de raisonnement moral, de questionnement créatif et d'auto-examen authentique devient plus précieuse que jamais. Les débats contemporains sur l'éthique et la technologie, la responsabilité environnementale, la justice sociale et la coopération mondiale exigent tous exactement le genre de réflexion approfondie que Socrate a initié. Lorsque nous nous demandons quelles obligations nous avons envers les générations futures, quels droits les intelligences artificielles pourraient posséder, ou comment équilibrer la liberté individuelle et la responsabilité collective, nous nous engageons dans des enquêtes fondamentalement socratiques. Le pouvoir durable de la méthode socratique ne réside pas dans les réponses spécifiques qu'elle fournit, mais dans son approche du questionnement lui-même. Socrate nous a montré que les questions les plus importantes n'ont pas de réponse facile, que la sagesse commence par la reconnaissance de notre ignorance, et que la vie examinée est la seule qui vaille la peine d'être vécue. Ces idées restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 24 siècles. Mais l'aspect peut-être le plus remarquable de l'héritage de Socrate est la façon dont il continue d'inspirer les individus à défendre leurs principes, malgré l'énorme pression de la conformité. Des premiers martyrs chrétiens aux hérétiques médiévaux, des libres penseurs des Lumières. Aux militants modernes des droits civiques, les gens ont trouvé en Socrate un modèle de courage moral qui transcende les circonstances historiques particulières. Lorsque Galilée a refusé de renier ses découvertes scientifiques malgré les menaces de l'Inquisition, lorsque Thomas More a choisi l'exécution plutôt que de compromettre ses convictions religieuses, lorsque Henri David Thoreau est allé en prison plutôt que de payer des impôts soutenant l'esclavage, lorsque Martin Luther King Jr. a accepté l'emprisonnement pour avoir contesté des lois injustes, ils suivaient tous l'exemple donné par l'homme qui but la ciguë plutôt que d'abandonner sa mission de questionnement et d'enseignement. Cette tradition de résistance de principe à l'autorité injuste représente une des contributions les plus importantes de Socrate à la civilisation humaine. Il a montré qu'il y a des choses plus importantes que la vie elle-même, que les individus ont le pouvoir de choisir leur réponse aux circonstances indépendantes de leur volonté, et que l'intégrité morale peut triompher de la force physique, même dans une défaite apparente. Les questions que Socrate posait sur la justice, la vertu et le courage restent aussi pressantes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans l'Athènes antique.
Qu'est-ce qui rend une vie digne d'être vécue? Comment devrions-nous traiter les autres? Que devons-nous à nos communautés et aux générations futures? Comment pouvons-nous distinguer la connaissance de la simple opinion? Ce ne sont pas seulement des énigmes philosophiques, mais des défis pratiques. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que Socrate avait pressenti, que le cerveau humain est remarquablement plastique, que nos schémas de pensée peuvent être modifiés par la pratique, et que le processus de questionnement et d'examen de nos croyances recable littéralement nos réseaux neuronaux. Lorsque nous nous engageons dans un dialogue socratique, nous n'échangeons pas seulement des idées, mais nous transformons réellement la structure physique de notre cerveau de manière à nous rendre plus aptes à la pensée claire et au raisonnement moral. Les défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée au XXIe siècle exigent exactement le type d'enquête collaborative que Socrate a modélisé. Le changement climatique, les bouleversements technologiques, les inégalités sociales et les conflits culturels ne peuvent être abordés que par le travail patient de personnes d'horizons divers qui se réunissent pour remettre en question les hypothèses, examiner les preuves et rechercher des solutions qui servent le bien commun. Dans notre climat politique polarisé, la méthode socratique offre un voie vers un dialogue plus productif. Au lieu de simplement affirmer nos positions et d'attaquer ceux qui ne sont pas d'accord, nous pourrions suivre l'exemple de Socrate, en posant de véritables questions, en écoutant attentivement les réponses et en travaillant ensemble pour comprendre plus profondément les problèmes complexes. Cela ne signifie pas abandonner nos convictions, mais les maintenir de manière plus réfléchie et être ouvert à les réviser lorsque les preuves le justifient. Les systèmes économiques qui régissent notre monde bénéficieraient d'un examen socratique. De même, lorsque nous posons des questions fondamentales sur le but de l'activité économique, le sens de la prospérité et la relation entre le succès individuel et le bien-être collectif, nous nous engageons dans le genre d'enquête que Socrate aurait apprécié. L'hypothèse selon laquelle une croissance infinie est à la fois possible et souhaitable, que les mécanismes de marché produisent automatiquement des résultats justes et que l'accumulation matérielle mène à l'épanouissement humain, tout cela mérite le genre d'examen minutieux que la méthode socratique offre. Les institutions éducatives à tous les niveaux pourraient être transformées en prenant plus au sérieux les principes socratiques. Au lieu de traiter les étudiants comme des récepteurs passifs d'informations, nous pourrions les engager comme des participants actifs dans la recherche de la vérité. Au lieu de mesurer le succès principalement par des tests standardisés et des diplômes, nous pourrions nous concentrer sur le développement des capacités de pensée critique, de raisonnement moral et d'apprentissage tout au long de la vie, que Socrate considérait comme les plus importantes. Le système de santé offre une autre arène, où les principes socratiques pourraient faire une différence significative. Lorsque les médecins engagent les patients dans un dialogue authentique sur leurs symptômes, leurs préoccupations et leurs préférences de traitement, lorsqu'ils reconnaissent les limites des connaissances médicales et travaillent en collaboration pour trouver les meilleures approches de guérison, ils pratiquent une sorte de méthode socratique médicale qui s'avère souvent plus efficace que les approches purement techniques de traitement. Même dans nos relations personnelles, les principes socratiques peuvent approfondir l'intimité et la compréhension lorsque nous abordons les membres de notre famille, nos amis et nos partenaires amoureux avec une curiosité authentique plutôt qu'un jugement. Lorsque nous posons des questions destinées à comprendre plutôt qu'à gagner des arguments, lorsque nous sommes prêts à examiner nos propres hypothèses et à admettre nos erreurs, nous créons les conditions d'une connexion authentique qui donne un sens à la vie. Les dimensions spirituelles de l'existence humaine bénéficient également de l'examen socratique. Que nous soyons croyants, agnostiques ou athées, nous sommes tous confrontés à des questions sur le sens, le but, la mortalité et la transcendance, qui ne peuvent être résolues par la seule méthode scientifique. L'enquête socratique offre un moyen d'explorer ces questions profondes avec honnêteté intellectuelle et sérieux moral, sans nous obliger à abandonner ni la raison ni la foi. L'homme qui est mort dans une cellule de prison athénienne il y a 24 siècles continue de vivre partout où les êtres humains se rassemblent pour poser des questions sérieuses sur la manière dont la vie devrait être vécue. Sa méthode a été adaptée, modifiée et appliquée à des circonstances qu'il n'aurait jamais pu imaginer.
mais son esprit essentiel reste inchangé. L'engagement envers l'enquête rationnelle, l'intégrité morale et l'humilité intellectuelle qui définissaient Socrate continuent d'inspirer et de défier tous ceux qui rencontrent son exemple. Alors que nous faisons face à un avenir incertain, rempli à la fois d'opportunités sans précédent et de défis dangereux, nous avons plus que jamais besoin de la sagesse socratique. Les technologies qui nous donnent le pouvoir de remodeler notre monde et nous-mêmes exigent le genre de réflexion éthique approfondie que Socrate a initié. L'interconnexion mondiale qui nous rend conscients de la souffrance et de l'injustice partout exige le genre de sérieux moral qu'il incarnait. La complexité de la vie moderne appelle à l'humilité intellectuelle qu'il pratiquait. La vie complète de Socrate nous enseigne que la philosophie n'est pas une discipline académique abstraite, mais une manière de vivre qui peut transformer à la fois les individus et les sociétés. Son exemple nous montre que poser les bonnes questions est souvent plus important que d'avoir les bonnes réponses. Que le courage moral compte plus que la bravoure physique, et que la vie examinée est vraiment la seule qui vaille la peine d'être vécue. Immédiatement après l'exécution de Socrate, Athènes s'est retrouvée confrontée à une vérité inconfortable. La ville, qui se targuait d'être le berceau de la démocratie, venait de tuer son plus fervent défenseur du discours rationnel. L'ironie n'a pas échappé aux Athéniens réfléchis, et en quelques mois, un profond changement d'opinion publique a commencé à prendre forme. Les 3 accusateurs qui avaient porté plainte contre Socrate se sont soudainement retrouvés la cible du ressentiment populaire. Mélitus, le jeune poète qui avait servi de procureur principal, a fait face à un ostracisme social Anytus, si sévère. Le riche politicien a vu sa réputation s'effondrer, à tel point qu'il a finalement été contraint de fuir la ville. Alors que les gens commençaient à se demander si ses motivations avaient été pures ou simplement vindicatives, sa réputation s'est effondrée. Le vent de l'opinion publique tournait. Et ceux qui avaient orchestré la mort du philosophe découvraient que le martyr a le pouvoir de transformer même les figures les plus controversées en symboles de justice. Mais la conséquence la plus immédiate et la plus durable de la mort de Socrate fut son impact sur ses disciples dévoués. Ces jeunes hommes, qui avaient passé des années à absorber ses enseignements et à témoigner de son engagement inébranlable envers les principes, se retrouvaient maintenant à devoir faire face à un monde qui semblait soudainement beaucoup plus sombre et arbitraire. L'exécution n'avait pas seulement enlevé leur maître, elle avait brisé leur foi dans les institutions mêmes qui régissaient leur société. Platon, peut-être le plus profondément affecté de tous les élèves de Socrate, prit une décision qui allait changer le cours de la civilisation occidentale. Plutôt que de poursuivre la carrière politique à laquelle son origine aristocratique l'avait préparé, il choisit de consacrer sa vie à préserver et à développer l'héritage philosophique de son maître. Le jeune homme, qui aurait pu devenir un autre politicien athénien oublié, devint plutôt le véhicule par lequel la pensée socratique atteindrait les générations futures. Le processus de préservation des enseignements de Socrate présentait des défis uniques. Le philosophe avait délibérément évité d'écrire quoi que ce soit. Croyant que la vraie sagesse ne pouvait être transmise que par le dialogue direct et la relation personnelle, sa méthode était fondamentalement interactive, dépendant des personnalités spécifiques et des circonstances de chaque conversation. Comment une telle approche pouvait-elle être capturée sous une forme écrite, statique ? La solution de Platon fut révolutionnaire. Au lieu d'écrire des traités philosophiques traditionnels qui présentaient des arguments de manière systématique, il créa des dialogues dramatiques qui redonnaient vie à Socrate sur la page. Il ne s'agissait pas de simples transcriptions de conversations réelles, bien que certaines aient pu être basées sur de véritables discussions dont Platon avait été témoin. Il s'agissait plutôt de créations littéraires sophistiquées qui saisissaient l'essence de la méthode socratique, tout en explorant des questions philosophiques avec une profondeur et une rigueur sans précédent.
Les premiers dialogues, écrits dans les années qui ont immédiatement suivi la mort de Socrate, se concentraient principalement sur des questions éthiques et démontraient les schémas classiques de l'enquête socratique. Les personnages proposaient des définitions du courage, de la justice ou de la piété, pour que Socrate expose systématiquement les insuffisances de leurs réponses initiales. Les conversations se terminaient généralement par une aporie, cet état de confusion productive que Socrate considérait comme le début de la véritable sagesse. Mais à mesure que Platon mûrissait en tant que philosophe à part entière, les dialogues devinrent plus longs et plus complexes. Bien que Socrate soit resté la figure centrale de la plupart de ses œuvres, il commença à articuler des positions qui allaient bien au-delà de tout ce que le Socrate historique avait explicitement enseigné que Platon ne se contentait pas de préserver l'héritage de son maître, mais le développait dans de nouvelles directions, utilisant la méthode socratique comme fondement pour construire des théories complètes sur la réalité, la connaissance et la nature humaine. L'impact de ces dialogues fut immédiat et profond dans tout le monde grec. Les intellectuels commencèrent à s'engager avec les idées socratiques d'une manière qui aurait été impossible du vivant du philosophe. L'écrit permit à sa méthode de se répandre au-delà des limites d'Athènes, atteignant des publics qui n'avaient jamais eu l'occasion d'assister à ces interrogations de première main. D'autres élèves de Socrate ont également contribué à préserver sa mémoire, bien que leurs approches aient différé significativement de la méthode littéraire de Platon. Xénophon, un soldat et historien pragmatique, a rédigé des récits qui mettaient l'accent sur les vertus conventionnelles de Socrate et minimisaient les aspects plus radicaux de son enseignement. Ses œuvres présentaient un Socrate qui était essentiellement un réformateur moral, plutôt qu'un questionneur révolutionnaire des hypothèses fondamentales. Les philosophes cyniques, menés par des figures comme Antisthène et plus tard Diogène, prétendaient suivre l'exemple de Socrate en rejetant entièrement les possessions matérielles et les conventions sociales. Ils poussèrent son indifférence à la richesse et au statut social à des conclusions extrêmes, vivant comme des mendiants et choquant délibérément les citoyens respectables. Malgré leur comportement non conventionnel, et bien que leur mode de vie fût certainement inspiré par les principes socratiques, leur performance publique grossière ne ressemblait guère à la méthode intellectuelle subtile qui avait rendu leur supposé maître célèbre. Pendant ce temps, d'autres écoles philosophiques développaient différents aspects de la pensée socratique. Les stoïciens, fondés par Zénon de Cityon, adoptèrent l'accent mis par Socrate sur la vertu, comme seul véritable bien, tout en développant des théories sophistiquées sur la logique, la physique et l'éthique. Ils le considéraient comme l'homme sage idéal, quelqu'un qui avait atteint une parfaite harmonie entre la raison et l'émotion grâce à une auto-examen discipliné. Les sceptiques prirent la confession d'ignorance de Socrate comme point de départ et la développèrent en une position philosophique complète. Ils soutenaient que, puisque nous ne pouvons jamais être certains de quoi que ce soit, la voie la plus sage est de suspendre entièrement son jugement et de vivre selon la probabilité plutôt que la conviction dogmatique. Bien que cela représentât une interprétation radicale de l'humilité socratique, cela saisissait quelque chose d'important concernant son honnêteté intellectuelle et sa volonté d'admettre les limites de la connaissance humaine. Chacune de ces écoles prétendait être le véritable héritier de la sagesse socratique, et leurs désaccords devenaient souvent très vifs. Mais peut-être cette prolifération d'interprétations concurrentes était-elle elle-même le développement le plus socratique de tous. Le maître, qui avait passé sa vie à remettre en question les réponses faciles et les certitudes confortables, aurait probablement été ravi de voir ses disciples continuer à débattre et à être en désaccord sur les questions les plus fondamentales de l'existence humaine. À mesure que la culture grecque se répandait dans le monde méditerranéen, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, les idées socratiques voyagèrent avec elle. Les écoles philosophiques, établies dans des villes comme Alexandrie, Pergame et Rhodes, montraient toute son influence, même lorsqu'elles se développaient dans des directions qu'ils n'auraient peut-être pas anticipées. La méthode d'interrogation systématique est devenue un outil standard de l'enquête intellectuelle, appliquée à tout, des problèmes mathématiques à la critique littéraire.
La méthode d'interrogation systématique est devenue un outil standard de l'enquête intellectuelle, appliqué à tout, des problèmes mathématiques à la critique littéraire. Les intellectuels romains ont abordé la philosophie grecque avec un pragmatisme caractéristique, adaptant ce qui semblait utile tout en rejetant ce qui paraissait purement spéculatif. Ils étaient particulièrement attirés par l'éthique socratique, trouvant dans son accent sur la vertu et la maîtrise de soi rationnelle des valeurs qui résonnaient avec les idéaux romains traditionnels. Des figures comme Cicéron ont étudié intensivement les textes socratiques et ont incorporé ces méthodes dans le discours juridique et politique romain. L'influence de la pensée socratique sur la culture romaine fut subtile mais omniprésente. Le concept romain de dimnitas, l'idée que la vraie noblesse vient du caractère plutôt que de la naissance, reflétait les valeurs socratiques. Même lorsqu'elles n'étaient pas explicitement reconnues. L'accent romain sur le devoir et le service à l'État, bien que différent d'un individualisme socratique, partageait sa conviction que les principes éthiques devaient guider les décisions pratiques. Lorsque le christianisme commença à émerger au sein de l'Empire romain, il rencontra un monde déjà façonné par des siècles d'influence socratique. Les premiers penseurs chrétiens ont vu en Socrate une figure qui préfigurait nombre de leurs propres préoccupations. Sa volonté de mourir plutôt que de compromettre ses principes, sa croyance en l'immortalité de l'âme et sa conviction que la vertu était plus importante que le succès mondain, tout cela résonnait avec les valeurs chrétiennes. Justin Martyr, écrivant au IIe siècle, a explicitement soutenu que Socrate avait été guidé par le logos divin que les chrétiens identifiaient au Christ. Bien que cette interprétation ait considérablement étiré les preuves historiques, elle reflétait une véritable reconnaissance des dimensions spirituelles de la pensée socratique. Le philosophe, qui avait affirmé être guidé par une voix divine, était incorporé dans la tradition en développement de la philosophie chrétienne. Augustin d'Hippone, peut-être le plus influent des premiers philosophes chrétiens, s'est fortement inspiré des méthodes socratiques dans son propre cheminement spirituel. Ses confessions employaient une forme d'auto-examen rigoureux qui était clairement redevable aux pratiques socratiques, même si elles servaient des objectifs distinctement chrétiens. La célèbre scène dans le jardin où Augustin entendit la voix lui disant de prendre et de lire représentait une fusion de l'enquête socratique avec la révélation chrétienne. La période médiévale a vu la méthode socratique transformée et préservée au sein des institutions éducatives chrétiennes. La méthode scolastique. Développée dans des universités comme Paris et Bologne, elle était essentiellement une interrogation socratique appliquée aux problèmes théologiques. Les étudiants apprenaient à examiner les textes faisant autorité de manière critique pour identifier les contradictions apparentes et à résoudre systématiquement des problèmes logiques complexes. Thomas d'Aquin, le plus grand des philosophes scolastiques, a explicitement reconnu sa dette envers la méthode socratique, même s'il l'a adaptée pour servir des objectifs chrétiens. Sa somme théologique employait une structure reconnaissablement socratique. Des questions étaient posées, des objections étaient examinées, des autorités étaient citées, et des réponses systématiques étaient élaborées. La distinction minutieuse et la rigueur logique qui caractérisaient son œuvre reflétaient des siècles d'influence socratique, filtrée à travers la tradition intellectuelle chrétienne. Mais l'influence socratique ne se limitait pas au cadre académique formel. La littérature, l'art et la culture populaire médiévale montraient tous des traces de son impact. La tradition du débat courtois, l'accent mis sur l'argumentation rationnelle dans les procédures judiciaires et l'idéal du chevalier philosophe, qui combinait vertu intellectuelle et morale, tout cela reflétait les valeurs socratiques, adaptées aux circonstances médiévales. La Renaissance a apporté un intérêt renouvelé pour l'apprentissage classique, et avec lui, une nouvelle appréciation de la méthode socratique. Des érudits humanistes comme Pic de la Mirandole et Erasme ont vu en Socrate un modèle d'indépendance intellectuelle et de courage moral, qui répondait directement à leurs propres préoccupations concernant l'autorité, la tradition et les jugements individuels. Ils étaient particulièrement attirés par son exemple,
de quelqu'un qui avait tenu tête aux autorités politiques et religieuses. Au nom d'une vérité supérieure, la réforme protestante a représenté, à bien des égards, une application massive des principes socratiques à l'autorité religieuse. Lorsque Martin Luther a contesté les prétentions de l'Église catholique à l'interprétation exclusive des Écritures, lorsqu'il a insisté sur le fait que les croyants individuels pouvaient et devaient lire la Bible par eux-mêmes, lorsqu'il a déclaré que la conscience, liée par la parole de Dieu, ne pouvait être contrainte par l'autorité humaine, il agissait de manière profondément socratique. La révolution scientifique, qui a transformé la pensée européenne au XVIe et XVIIe siècle, était profondément redevable à la méthode socratique. Des scientifiques comme Galilée, Kepler et Newton n'ont pas simplement accepté les explications traditionnelles des phénomènes naturels, mais les ont soumises à un questionnement systématique et à des tests empiriques. La méthode expérimentale elle-même était essentiellement une interrogation socratique appliquée au monde naturel. Francis Bacon, souvent appelé le père de la science moderne, a explicitement lié sa méthode inductive à l'enquête socratique. Il a soutenu que la philosophie naturelle devait abandonner sa dépendance aux autorités anciennes et plutôt interroger directement la nature par une observation attentive et des expériences contrôlées. Cela représentait une application directe des principes socratiques à l'investigation de la réalité physique. Les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle se considéraient comme achevant le travail que Socrate avait commencé. Les critiques de Voltaire sur le dogme religieux, le questionnement systématique des autorités traditionnelles par Diderot et l'examen critique des fondements de la connaissance par Kant, tout cela reflétait l'influence socratique, adaptée aux préoccupations modernes. Il partageait sa conviction que la raison humaine était capable de distinguer la vérité de l'erreur, si elle était appliquée avec suffisamment de rigueur et d'honnêteté. La philosophie critique d'Emmanuel Kant était explicitement liée à la tradition socratique. Sa célèbre question « Que puis-je savoir ?» était une descendante directe de la confession d'ignorance de Socrate. Son insistance sur le fait que la raison doit examiner ses propres fondements avant de tenter de comprendre le monde reflétait le même esprit d'auto-examen systématique qui avait poussé Socrate à remettre en question la déclaration de l'oracle concernant sa sagesse. Les révolutions démocratiques qui ont balayé l'Europe et l'Amérique à la fin du XVIIIe siècle ont été profondément influencées par les idées socratiques sur la responsabilité morale individuelle et l'enquête rationnelle. Le concept selon lequel les gouvernements tirent leur autorité du consentement des gouvernés, que les citoyens ont à la fois le droit et la responsabilité de questionner leurs dirigeants, et que les institutions politiques doivent se justifier par la raison plutôt que par la simple tradition, tout cela reflétait l'influence socratique. Mais l'aspect peut-être le plus remarquable de l'influence socratique fut la manière dont elle continua d'inspirer les individus à défendre leurs principes malgré l'énorme pression à la conformité. Des premiers martyrs chrétiens qui choisirent la mort plutôt que de renoncer à leur foi, aux hérétiques médiévaux qui défièrent l'orthodoxie religieuse, en passant par les libres penseurs des Lumières qui risquèrent la persécution pour leurs idées, les gens trouvèrent en Socrate un modèle de courage moral qui transcendait les circonstances historiques particulières. L'homme qui était mort dans une prison athénienne, plutôt que de compromettre son engagement envers la vérité, avait créé un modèle de résistance fondé sur des principes qui inspireraient d'innombrables autres personnes confrontées à des choix similaires. Son exemple a montré qu'il y a des choses plus importantes que la vie elle-même, que les individus ont le pouvoir de choisir leur réponse aux circonstances, indépendantes de leur volonté, et que l'intégrité morale peut triompher de la force physique, même en cas de défaite apparente. La psychologie et les neurosciences modernes ont confirmé de nombreuses intuitions de Socrate sur la nature humaine et le processus d'apprentissage. La recherche a montré que le type de questionnement actif qu'il pratiquait est bien plus efficace pour développer les compétences de pensée critique que l'absorption passive d'informations. Des études sur les biais cognitifs ont validé son soupçon selon lequel les gens confondent souvent la confiance avec la connaissance, et qu'un auto-examen systématique est nécessaire pour surmonter les distorsions qui affectent le jugement humain. Les techniques thérapeutiques développées par la psychologie moderne montrent également une nette influence socratique.
La thérapie cognitivo-comportementale, l'une des formes de traitement psychologique les plus efficaces, utilise essentiellement le questionnement socratique pour aider les patients à identifier et à remettre en question les schémas de pensée déformés. Les thérapeutes ne se contentent pas de dire aux patients ce qui ne va pas dans leur pensée, mais les guident à travers un processus de découverte de soi qui aurait été familier à quiconque aurait rencontré le philosophe sur l'agora athénienne. La théorie éducative contemporaine est profondément imprégnée des principes socratiques. Le mouvement d'éducation progressive a explicitement rejeté la mémorisation par cœur et l'absorption passive d'informations, au profit de l'enquête active et de la pensée critique. Les méthodes d'enseignement modernes, dans des domaines allant de la médecine au droit en passant par les affaires, s'appuient fortement sur le questionnement socratique pour aider les étudiants à développer leurs compétences en résolution de problèmes et leur jugement indépendant. Mais l'influence de la méthode socratique s'étend bien au-delà des cadres éducatifs formels. À l'ère numérique, où de vastes quantités d'informations sont disponibles en un clic, la capacité à penser de manière critique à ces informations est devenue plus importante que jamais. Les compétences socratiques de questionnement attentif, d'analyse logique et d'humilité intellectuelle sont essentielles pour naviguer dans la complexité et l'incertitude de la vie moderne. L'émergence de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique a soulevé de nouvelles questions sur la nature de la connaissance, de la conscience et de l'unicité humaine qui auraient fasciné Socrate. À mesure que les machines deviennent plus performantes dans le traitement de l'information et même dans la simulation de la conversation humaine, la capacité distinctement humaine de raisonnement moral, de questionnement créatif et d'auto-examen authentique devient plus précieuse que jamais. Les défis mondiaux, le changement climatique, les bouleversements technologiques, les inégalités sociales et les conflits culturels auxquels l'humanité est confrontée au XXIe siècle exigent exactement le type d'enquête collaborative que Socrate a modélisé. Ces problèmes ne peuvent être résolus que par un dialogue patient entre des personnes d'horizons différents, prêtes à remettre en question leurs hypothèses, à examiner attentivement les preuves et à rechercher des solutions qui servent le bien commun. Les questions que Socrate posait sur la justice, la vertu, le courage et la sagesse restent aussi pressantes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans l'Athènes antique. Qu'est-ce qui rend une vie digne d'être vécue ? Comment devons-nous traiter les autres ? Que devons-nous à nos communautés et aux générations futures ? Comment pouvons-nous distinguer la connaissance de la simple opinion ? Ce ne sont pas seulement des énigmes philosophiques, mais des défis pratiques que toute personne réfléchie doit affronter. La vie complète de Socrate nous enseigne que la philosophie n'est pas une discipline abstraite et académique, mais une manière de vivre qui peut transformer à la fois les individus et les sociétés. Son exemple nous montre que poser les bonnes questions est souvent plus important que d'avoir les bonnes réponses, que le courage moral compte plus que la bravoure physique, et que la vie examinée est en effet la seule qui vaille la peine d'être vécue. 24 siècles après sa mort, le philosophe aux pieds nus d'Athènes continue de marcher parmi nous, partout où des êtres humains se rassemblent pour poser des questions sérieuses. Sa méthode a été adaptée, modifiée et appliquée à des circonstances qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais son esprit essentiel reste inchangé. D'engagement envers l'enquête rationnelle, l'intégrité morale et l'humilité intellectuelle qui définissaient Socrate continuent de défier et d'inspirer tous ceux qui rencontrent son exemple extraordinaire. Dans notre monde interconnecté, où l'information voyage à la vitesse de la lumière et où les opinions s'entrechoquent dans des forums numériques qui auraient stupéfié les Athéniens de l'Antiquité, l'approche socratique offre quelque chose de plus en plus rare, une méthode de dialogue authentique au-delà des divergences. Lorsque nous rencontrons des points de vue qui remettent en question nos convictions les plus profondes, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes complexes qui résistent aux solutions simples, lorsque nous nous retrouvons pris entre des valeurs concurrentes qui semblent toutes légitimes, nous pouvons nous tourner vers l'exemple de l'homme qui a passé sa vie à naviguer précisément dans ce genre de défis intellectuels et moraux. Les salles de conseil où les dirigeants prennent des décisions affectant des millions de vies, les laboratoires de recherche où les scientifiques sondent les mystères de l'existence, les tribunaux où les avocats recherchent la justice par des interrogatoires contradictoires, les salles de classe où les enseignants guident les élèves vers la compréhension,
Toutes ces institutions modernes poursuivent le travail qui a commencé sur une ancienne place de marché avec un philosophe singulier qui refusait les réponses faciles. Considérez comment les principes socratiques pourraient transformer notre approche face aux défis les plus pressants de notre époque. Lorsque nous débattons de l'éthique du génie génétique, nous posons des questions fondamentalement socratiques. Que signifie être humain ? Qu'est-ce qui distingue le progrès du préjudice ? Comment équilibrer le choix individuel et la responsabilité collective ? La méthode qui a révélé les contradictions de la pensée athénienne antique sur le courage et la justice peut nous aider à naviguer dans les complexités morales des technologies qui nous confèrent un pouvoir sans précédent sur la vie elle-même. La crise climatique, qui menace l'avenir de notre planète, exige précisément le genre d'auto-examen rigoureux que Socrate pratiquait. Nous devons remettre en question nos hypothèses sur le progrès, la prospérité et ce qui constitue une bonne vie. Nous devons être prêts à admettre que beaucoup de nos croyances confortables concernant la croissance infinie et les solutions technologiques peuvent être des illusions, aussi dangereuses que celles que Socrate a rencontrées parmi des politiciens sur deux de son époque. De cette salle d'audience athénienne poussiéreuse au forum numérique d'aujourd'hui, la voix de Socrate continue de résonner à travers chaque conversation authentique sur ce qui compte le plus. Sa vie nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de réponses, mais dans le perfectionnement de l'art de poser de meilleures questions. L'homme qui prétendait ne rien savoir nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour penser clairement, vivre courageusement et examiner notre existence avec une honnêteté inébranlable. Dans un monde noyé sous l'information mais affamé de sagesse, il est peut-être temps que nous devenions tous les élèves du philosophe aux pieds nus, qui a bu la ciguë plutôt que de cesser de demander pourquoi.